La famille, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on discute avec Tom Tellier, un copain du football américain qui est devenu préparateur physique et spécialisé en retour de blessure. Une entorse, un tendon, un ligament qui a mal. Tu chopes un gars, qu'est-ce que tu fais avec? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on te dit habituellement, mais en gros, ne glace pas. Ne prends pas d'anti-inflammatoire, n'immobilise pas la zone en question. En gros, c'est 3 choses qui vont retarder la cicatrisation de la zone blessée. Il s'est fait plein de blessures dans sa carrière, dont la fameuse rupture des ligaments croisés, et il a accompagné plein d'athlètes qui reviennent de cette blessure. Donc il a un avis particulier là-dessus. Tu ne prônes pas forcément le fait de se faire l'opération des ligaments croisés pour quelqu'un qui veut revenir vite. Vite ou à long terme. Moi, je pense que dans la majorité des cas, on a plus intérêt à ne pas se faire opérer que à se faire opérer. Bref, dans ce podcast, on ne parle pas que de blessures, mais on parle aussi d'autres sports et de ce que c'est que le business d'être préparateur physique. Ça peut être intéressant pour plein de gens, donc n'hésite pas à partager ce podcast. Et puis, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube. Et puis voilà, bonne écoute. Bon, je peux officiellement vous dire et te dire à toi, Tom, bienvenue sur Podium. Et bienvenue chez moi. Merci. Avec plaisir. Merci d'être là. T'as vu quelques épisodes. Toi et moi, on s'est rencontrés grâce au Foot US. Mais on n'a même pas joué ensemble chez les Quarks en plus. Je crois que t'étais toujours une section en dessous. Alors, j'étais section en dessous, mais moi, j'étais surclassé en junior. Ouais, en junior, t'étais... Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'étais surclassé. Mais je pense que... Non, si c'est sûr que tu t'entraînais, t'étais encore là. Parce que moi, quand j'étais cadet surclassé, t'étais là. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je me rappelle. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. J'ai pu suivre un petit peu tout ton chemin. T'es devenu coach sportif, mais t'es passé par des équipes de rugby. T'es passé par... t'as bossé carrément à l'hôpital. T'as accompagné des athlètes de tout niveau, absolument tout niveau. Et on va discuter un petit peu de ça tranquillement ensemble. Dans le chat, ceux qui nous écoutent en live, n'hésitez pas à poser vos questions. Les gens dans les commentaires, vous qui écoutent en rediffusion, vous pouvez passer sur l'Instagram de Tom pour lui poser des questions si vous êtes en retard. Mais du coup, moi, j'aimerais poser une première question. Tom, est-ce qu'il n'y a pas trop de coachs de fitness aujourd'hui sur Internet? Alors, il y en a énormément. Vous êtes 1 million? Ouais, on est 1 million. Bah, moi, en plus, quand t'es dans le domaine, t'es biaisé parce que tu vois que ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des coachs de partout, tout le temps. Ça s'arrête jamais. Après, est-ce qu'on est trop? Je sais pas. Pour moi, de toute façon, tout le monde en soi a besoin d'être accompagné. Donc, tu vois, pour moi, on n'est pas trop. On n'est pas trop parce que, en vrai, tout le monde n'a pas un coach. Tant que tout le monde n'aura pas un coach, en vrai, pour moi, ça veut dire qu'il y a du travail pour tout le monde. Mais on va dire que c'est pas le métier qu'on voit le moins. Je pense que, voilà. Et encore, si tu me définis en tant que coach, tu vois. Oui, c'est vrai que je mets le mot coach, même sûrement sur le titre de cette vidéo. Comment tu te définis, toi? Moi, je me définis plus comme préparateur physique parce que c'est ma casquette principale, surtout avec tout mon travail, on va dire par le passé dans le rugby de haut niveau. Mais même à l'heure actuelle, en vrai, j'accompagne 99% de sportifs. Donc, pour moi, coach, ça va plus être... on va dire, si je simplifie, ça veut pas dire que voilà, je dénigre ou quelque chose comme ça. Mais on va dire que coach, c'est plus pour un objectif esthétique, alors que préparateur physique, ça va être plus un objectif de performance. Ouais, ça, je suis d'accord. Je mets le mot coach un petit peu comme ça parce que ça parle un petit peu à tout le monde. Moi, du coup, en parlant de ce volume nombre de coachs, à ton avis, est-ce que c'est un job qui devient plus sexy, qui intéresse plus de monde? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde qui veut être coach sportif, à ton avis? Je pense que il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au sport de manière générale. Tu as juste à regarder le nombre de personnes inscrites en salle de sport. Tu vois, tu es inscrit en salle de sport, je suis inscrit en salle de sport. Il y a des milliers, je pense des millions de personnes inscrites en salle de sport en France. Et c'était pas le cas il y a des années en arrière. Tu regardes, je pense, 20 ans en arrière, 15-20 ans en arrière, ceux qui allaient à la muscu, c'était des mecs un peu chelous, tu vois. Enfin, t'avais souvent un peu les bodybuilders, mais les mecs un peu fermés, pas forcément fermés d'esprit, mais c'était dans leur monde, etc. Alors que maintenant, n'importe qui quasiment va en salle de sport. Là, du coup, ça ouvre des voies. Généralement, c'est quand même, on va dire, une activité passion. Genre, quand tu t'intéresses tu vas à la salle, c'est quand même quelque chose, tu vois, tu creuses toujours un petit peu le sujet. Et en vrai, il y a quand même beaucoup de gens qui creusent plus que la moyenne et je pense qu'ils veulent en faire leur métier. Sur Instagram, voilà, tu vois beaucoup ça. Tu te dis, en vrai, pourquoi pas en vivre? Souvent, on te vend un peu la belle vie, etc. Ouais, bien sûr. Là, ça donne envie, en vrai. Ça donne envie. Et je pense que à l'ancienne, il y avait pas autant de sportifs amateurs. Alors, pas forcément sportifs pro, mais les sportifs amateurs faisaient leur sport et ils faisaient pas de la muscu à côté. Tu vois, ils allaient au foot et ils faisaient pas forcément de la muscu à côté. Tu vois. Ah, l'aspect préparation physique, oui, du coup. Oui, je te parle de préparation physique. Le mec qui prend sa licence de basket, le mec qui prend sa licence de foot, il allait pas forcément à la muscu à côté il y a 15-20 ans. Clairement, la majorité des sports. Si je prends l'exemple d'un sport que je connais très bien, c'est le rugby. En gros, le rugby est devenu pro il y a 20 ans. Donc,
globalement, avant, les gens, ils faisaient leur taf à côté. Quand tu fais ton taf à côté, ton but, ouais, tu veux performer, mais t'es quand même limité. Ouais. Depuis que c'est passé pro, les mecs, ils pensent vraiment à s'améliorer. Et j'ai fait un de mes mémoires sur ça. Globalement, depuis 20 ans, les joueurs de rugby, ils ont pris en moyenne 15 cm et 15 kilos. Mais parce que, justement, il s'est passé pro. Et du coup, tu as tout l'aspect préparation physique et l'aspect le métier de préparateur physique. Il existe depuis des années, mais avant, c'était une infime partie des sports de la population qui qui nécessitait un préparateur physique. Maintenant, tu vas dans quasiment n'importe quel club, potentiellement, tu as un préparateur physique. Ouais. Je dis pas que ils sont tous à plein temps, etc. Mais tu vois, en 6e, 7e division en rugby, tu as des préparateurs physiques. Ouais. Et en vrai, moi, j'ai bossé du coup au Stade Français en club de top 14, mais j'ai bossé aussi en Fédéral 2. Et à l'époque, c'était, si je me trompe pas, c'était 6e division. En Fédéral 2, tu as des préparateurs qui prennent 1005 tous les mois en Fédéral 2, tu vois. Donc c'est de la division 6, ça. C'est de la division 6, tu vois, et potentiellement, t'es indépendant, hein, donc t'as pas tout ça dans ta poche et tout, mais tu vis quasiment de ça aussi en 6e division. Par exemple, en Fédéral 2, les prépas sont indépendants et ils facturent Ça dépend des clubs. Ok, mais quelque chose qui fonctionne pas mal on va dire en région parisienne, c'est prendre des prestats. Prendre des prestats et en gros tu touches ton truc, t'es auto-entrepreneur à côté ok, d'accord, et t'es payé comme ça. C'est hyper intéressant. Je pense que le rugby est quand même très très avancé en termes de prépa physique par rapport à d'autres sports. C'est ce que je vois de loin. À ton avis, c'est lequel le sport où tu te dis il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de prépa physique? Moi naturellement je pense au foot. Parce que de ce qu'on voit d'un point de vue extérieur, j'ai jamais été dans le foot de haut niveau et tout, mais entre guillemets c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un sport quand même très physique et la plupart du temps, par exemple, ils touchent pas une barre avec du poids dans l'année. Dans la majorité des clubs, c'est ça. Il y a quelques clubs en première ligue, etc., qui mettent un peu de charge lourde et tout, mais la plupart des clubs n'en mettent pas. Et en vrai, tu sais que les joueurs en ont besoin. Mais évidemment, il faut bien le quantifier, il faut pas faire n'importe quoi. Mais la plupart tu regardes les trucs, souvent dans tu vois, dans mon monde à moi, on voit souvent des vidéos où on caricature un peu la prépa physique des joueurs de l'équipe de France, du Real Madrid, de Barcelone, etc. Et en fait, ce que tu vois sur les réseaux, en fait, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Disons que c'est pas forcément dangereux, et en vrai, dans certains cas, ça l'est potentiellement un petit peu, mais la plupart du temps, en gros, t'as aucun bénéfice à faire ça. Et donc, attends, il manque de quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Parce que j'imagine, il y a tous les groupes chat de préparateurs. Non, mais on va se faire incendier par les footeux, mais au moins justifie-toi. J'imagine que vous avez vos groupes chat entre préparateurs physiques, vous partagez des vidéos que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez qui vous frustre pour les footballeurs et qu'est-ce qui leur manque à ton avis du coup? Alors, ce qui manque beaucoup, tout ce qui est travail de force. Parce que la plupart du temps, les staffs au global, ils ont peur de mettre des barres lourdes pour les joueurs parce que souvent ils associent ça à les blessures, etc. Alors qu'au contraire, ça permet de moins te blesser. Souvent, il y a des exercices un peu de proprio, d'agilité, etc. Tu vois, les mecs qui sont sur... tu vois ce que c'est un bosu ou pas? Redis. Un bosu ball. C'est un demi-ballon pour l'équilibre. Souvent, ils sont bleus. Tu vois souvent des exercices sur ça. Et ça, on sait que en vrai, ça sert à rien. Ah ouais? Ça sert à rien du tout. C'est pas genre un accessoire qui peut être utile quand même dans un... Je dis pas que... Ah non, vraiment, toi, t'es pas convaincu par ce truc? Ah non, franchement, pour moi, ça sert à rien. Hormis si tu veux t'amuser, tu vois. Si tu veux t'amuser, tu veux, je sais pas, tester un petit challenge, tu vois, des trucs sur une jambe et tout. Mais c'est pas ça. Même, tu vois, souvent, on le voit en réhab sur du travail de cheville, etc. On sait que même sur ça, c'est pas intéressant. Ah, c'est pas prouvé que c'est... Non, parce qu'en gros, l'intensité, elle va être tellement basse que tu vas jamais retrouver ça sur le terrain. D'accord. Donc en vrai, non, c'est pas utile. Ok, donc tu vois beaucoup de ça. Ok. Salut Easy TRK qui est dans le chat. Vas-y, continue. On continue. Qu'est-ce que tu vois du coup dans le football qui est moins utile comme ça aussi? Je dirais ça. En vrai, le travail de muscu, souvent, il y a zéro intensité. Tu vois, je sais pas, ils vont faire du squat barre à vide. Sauf qu'en vrai, les mecs, ils peuvent mettre 100 kilos sur le dos. Ils ont des sacrés. Ils sont quand même solides, les mecs. Ils ont des cannes. Et c'est pas pour rien que la majorité des joueurs de foot de haut niveau, ils ont leur prépa physique en indépendant à côté. C'est parce que le prépa physique indépendant à côté, il permet de vraiment bosser comme tu dois bosser. Et
ils le font pas que entre guillemets pendant la off-season, donc quand ils ont pas de match. Non, ils le font toute l'année. Il y a des mecs, je connais des prépas dans le foot, ils vont, je sais pas, une fois par semaine à Londres pour s'occuper de certains joueurs de première ligue, tu vois. Parce qu'ils savent qu'il y a un petit manque avec le club. Parce que c'est le joueur qui demande. Ok. Et du coup, tu viens une fois par semaine pour t'occuper de ton mec pendant 1 heure. Ok. Vas-y, fais-moi ta recette. Je suis un joueur de Ligue 1. Je suis encadré par mon club. Je pense qu'il me manque des choses. Je te dis, vas-y, Tom, viens, on bosse ensemble. Toi, il faut qu'il y ait absolument quoi dans le menu d'un joueur de Ligue 1 en muscu? Alors, en muscu, parce que tu vois, le premier truc que je t'aurais répondu, c'est du sprint. Ok, d'accord. Première chose que j'aurais dit. Il en fait déjà dans le foot, non, du sprint? Bah, il y a des études qui ont été menées qui indiquaient que dans certains clubs, il n'y a même pas un sprint à 100% par semaine, en dehors des matchs. Ok. Oui, parce que bien évidemment, en match, t'es à 100%. Ok. Et encore, quand t'es dans un sport de ballon, t'atteins pas toujours ta vitesse max. Tu vois, je prends l'exemple du foot US, hormis les receveurs. Oui, aucun. Et même les receveurs sur certains tracés. Ouais, si tu fais une fade, voilà, un tracé deep, mais. Sinon, voilà, potentiellement, des fois, dans le match, t'atteins pas ta vitesse max. Sauf que le meilleur moyen de prévention des blessures aux ischio-jambiers, c'est le sprint. Okay. Mais du coup, faut t'habituer au sprint. Hein, clairement, tu vas pas faire un sprint si t'as pas sprinté et que t'es pas habitué à ça. Okay. Mais quand t'es habitué à ça, bah, le meilleur moyen, c'est de sprinter une fois par semaine. Hein. Il y a des études, elles montrent l'intérêt d'un seul sprint dans la semaine, et parce que c'est pas toujours fait. Donc, moi, j'intégrerais minimum un mois, même plus, hein, mais pas forcément des dizaines, hein, mais un sprint, voire 2, 3 à 100%, potentiellement une fois en fin d'échauffement ou quelque chose comme ça. Là, du coup, en muscu, du travail à charge lourde, mais adapté, parce que le but, c'est pas de... si je te parle de powerlifter, en gros, les mecs qui veulent soulever les charges les plus lourdes possibles en muscu, non, le but, c'est pas de faire un footballeur, un power. Mais il a intérêt à devenir plus fort. Parce que peu importe qui t'es, si tu deviens plus fort, t'augmentes ta vitesse, t'augmentes ton endurance, t'augmentes ton explosivité et t'améliores globalement ta prédisposition, on va dire, aux blessures, parce que t'as moins de probabilité de te blesser. Donc, en vrai, ça aide sur tous les plans et c'est facile à travailler. Enfin, du coup, tu rajouterais quoi absolument à la salle de muscu? Donc, tes sprints, c'est ton ingrédient numéro 1. Faut du sprint. Voilà, potentiellement, on parlait de squat, de soulevé de terre, même des exercices pour le haut du corps, en vrai, c'est hyper important. Mais on va dire squat, soulevé de terre, potentiellement des variantes, on va dire plus unilatérales, donc potentiellement soit complètement sur une jambe, ou potentiellement en appui décalé. Tu vois, au lieu d'avoir tes pieds serrés sur le squat, en gros, tu décales un peu un appui, et c'est une position un peu plus représentative de ce que tu retrouves quand tu cours. Et voilà, c'est un peu plus transférable. Voilà, ça dépend toujours de la technique des joueurs. Hein. Si le mec il a jamais fait de squat lourd dans sa vie, ça va mettre des semaines quand même à le préparer. Mais voilà, c'est ce que j'intégrerais. Beaucoup de travail, on va dire, de mobilité, de prévention, parce que en vrai, ce travail, justement, ils font plus ou moins des exercices qui ont cet objectif-là, mais en pratique. Non, on n'a pas la bonne simulation et tout. Donc vraiment du travail de prévention, de renforcement adapté. Ça ressemble à quoi? Tu as des exemples en vite fait travail de je sais pas si tu te souviens les exercices de mobilité par exemple que je t'avais fait faire. Vraiment des exercices en fin d'amplitude, des exercices qui sont difficiles et pas 2-3 exercices à l'élastique où tu es en train de rigoler en même temps. Là, vraiment un exercice. Là, tu vois, je discutais avec un pote tout à l'heure à la salle. On parlait de mobilité, le mec qui est toujours blessé et tout. Et c'est un mec que j'ai déjà coaché. C'est un mec que j'ai déjà coaché et du coup il connaît ma façon de procéder. Et on se disait, moi je préfère faire du soulevé de terre à 200 kg qu'un exercice de mobilité. C'est moins dur. Mais parce que on met la bonne intensité derrière et en fait l'intensité, l'intention dans ce que tu fais, ça dit toutes les adaptations que tu peux avoir. Donc grosso modo, tu m'as pas cité un truc en particulier, tu touches tous les gros groupes de muscles pour un joueur. Parce qu'il n'y a pas de réponse comme ça, c'est vraiment spécifique à un cas. Et tu vois, moi c'est un peu ma vision des choses. En gros, vaut mieux comprendre ce qu'on vise plutôt que se dire il faut faire ça. Parce qu'en vrai, c'est pas il faut faire ça. Enfin, des fois, la réponse, ça va être il faut faire ça dans ton cas. Mais si tu comprends pas pourquoi tu veux faire tout ça, derrière, en fait, t'as pas forcément justement les bénéfices concrets. D'accord. Non, c'est intéressant. Je pense que le foot, vu comment c'est médiatisé, il y a des bonnes choses à faire. Mais du coup, à ton avis, pourquoi ça intéresse peut-être moins les prépas physiques d'y aller alors qu'il y a des belles choses à faire. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Le rugby, je sais qu'il y a beaucoup de coachs comme toi, ils sont excités à l'idée d'aller être prépa physique dans le rugby. Pourquoi il y a moins de gens, peut-être il y a peut-être moins de marge de manœuvre, c'est plus dur de toucher les joueurs? Il y a un ensemble. En gros, c'est que vraiment, quand tu es dans le haut niveau, chaque joueur de foot vaut vraiment des millions. Et en gros, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que le mec, il se blesse,
Ça coûte des millions. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui prennent zéro risque. Parce que les prépas à haut niveau, ils sont pas forcément en soi mauvais, mais c'est qu'ils ont pas de marge de manœuvre. Et en gros, s'ils font pas plus ou moins ce qu'on attend d'eux, et que potentiellement ça se passe pas comme prévu, bah en fait t'es mis à la porte, tu vois. T'es mis à la porte. En gros, en prépa physique, t'as pas de CDI ou de trucs comme ça. Hein. C'est que des trucs et en fait on peut te virer du jour au lendemain. Parce donc que t'es sous pression. T'es sous pression constante. Il y a, je pense, moi, enfin en tout cas moi, un des aspects qui me concerne, c'est que moi, en étant joueur de foot US, entre guillemets, si tu simplifies, le foot, ça concerne que le bas du corps. Si tu simplifies. Quand tu travailles avec des rugbyman dans le foot US, t'as quand même tout l'aspect renforcement sur le haut, l'aspect gainage, vraiment l'aspect force. Tu as beaucoup plus de choses à gérer. Ça veut pas dire que c'est plus simple, mais tu as plus de choses, on va dire, à gérer à ce niveau-là. Donc c'est plus stimulant en tant que prépa, et c'est un monde potentiellement qui est moins fermé. Plus ouvert. Un peu plus ouvert parce que intégrer un staff pro en termes de foot, c'est très très compliqué. Rugby, c'est très compliqué, mais on va dire, c'est moins compliqué en tant que tel. C'est faisable et ils sont éduqués et puis il y a de la demande aussi. Parce que j'aimerais bien avoir la comparaison. Tu m'as dit en division 6 de rugby, t'as un prépa physique. À partir de quel niveau de football il y a des prépas? Tu saurais dire à peu près? Ou peut-être t'as des collègues qui bossent dans le foot? Tu sais que je dirais que c'est à peu près le même ratio de division parce que j'ai des joueurs, je pense, en N3 en foot. Ouais, il y a des prépas. Ils ont des prépas. En R1, ils ont des prépas, mais généralement pas beaucoup. Ils ont pas vraiment. Après, l'aspect prépa physique est moins ancré aussi au foot classique. Bien sûr. Mais potentiellement, je dirais à partir de national, donc en vrai, 6e division, si je me trompe pas. En régional, potentiellement, t'en as un peu, mais c'est pas la majorité. Alors que en rugby, ça fait vraiment partie de l'activité. Tu vois, enfin, rugby, foot US, même nous, quand on a démarré, etc., le premier mois de l'année, tu fais de la prépa physique. Bon, c'est pas des préparateurs physiques qui t'encadrent, hein, ils font comme ils peuvent, ils font ce qu'ils savent cet faire. aspect-là. En foot, t'as un peu le travail foncier et tout, mais en vrai, tu vas faire surtout du cardio, mais on fait beaucoup moins de renfo, etc. Ok, d'accord. Non, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant de voir les sports qui sont plus ou moins. Par exemple, moi je vois le basket. Pour moi, c'est entre le rugby et le football en termes d'éducation, tu vois. Les joueurs valent très cher, donc pareil, je pense qu'il y a la pression tu peux pas te rater. Il y a moins de joueurs, tu vois. Les joueurs sont peut-être un peu moins éduqués. Ils ont plus envie de jouer au ballon, peut-être moins éduqués au sujet de la muscu. Entre guillemets, c'est un sport moins de contact. Et je pense que l'aspect prépa physique, surtout dans les sports de contact. Enfin, c'est parce que tu sais que si t'es pas prêt physiquement, tu vas te faire mal. Alors que en vrai, au basket ou au foot, tu peux faire une saison sans. Enfin, tu peux te blesser aussi parce que t'es pas prêt, mais rarement, tu vas pas te dire faut que j'aille à la salle pour vraiment être forcément plus préparé. Alors que en vrai, en tant que joueur de foot US, tu t'es forcément dit ça. C'est impossible. Tu te dis toujours si je vais à la salle cet été, je serai mieux à la rentrée. Alors qu'en tant que joueur de foot, tu sais que ça va t'aider, mais tu te dis pas c'est obligatoire. Tu te mets pas la même pression. Mais dans le basket, je pense que c'est un peu un entre-deux. T'as moins de joueurs. Mais de mémoire, je sais que j'avais été en discussion avec un club de N2. T'as beaucoup moins de budget pour les prépas. Bien sûr. C'est pour ça que j'avais pas été. C'est dur. Ils ont que dalle. En fait, soit ils ont que dalle, mais en même temps, il y a quand même de la demande. T'as moins de joueurs que dans une équipe de rugby, mais t'as quand même du taf. Mais moi, tu vois, ça m'a fait kiffer parce que j'ai vu beaucoup de clubs bon, c'est des clubs d'élite, de la première division de basket. Quand j'ai visité, quand j'ai filmé des vidéos, ils ont beaucoup ce concept déjà de faire de la muscu après le match. Genre, il y a déjà des. C'est normal. Mais je trouve ça cool, tu vois. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit autant développé déjà. Déjà, ça veut dire que le prépa physique, il a cette autorité de les joueurs revenez, on a encore du taf à faire et les joueurs le font, tu vois. Après, ils sont obligés. Après, je suis pas expert basket, mais je sais qu'en NBA, ils jouent tous les 3 jours. En France, je sais pas c'est quelle fréquence, mais en gros, le but, c'est d'être frais et de performer en match. Sauf que après les matchs, t'as un peu de temps de récupération. Donc, mais si tu mets la muscu derrière, t'as le temps de récupérer avant ton prochain match. Si tu la mets pas juste derrière, t'as jamais le temps de la faire ou ça va empiéter sur le match. Et généralement, t'as pas envie que ça empiète sur le match. Du coup, tu peux expliquer pourquoi les clubs mettent la muscu juste derrière un match? Est-ce que tu peux... Tu l'as un peu dit là, mais... En gros, quand tu joues tous les 3 jours, globalement, admettons ton J1, t'as le match. J2, tu récupères. J3, potentiellement, tu rejoues. Ou, admettons, tu as un jour de plus. Et en fait, si tu crées, si tu fais un entraînement, on va dire, intense, que ce soit muscu, terrain, etc., potentiellement, il y a des délais de récupération
pour retrouver on va dire, les performances que tu avais avant entraînement et en fait ne plus avoir entre guillemets cette fatigue qui a été créée. Et en fait, sur certaines séances, enfin sur la majorité, on va dire 48 heures de récupération pour être au top. Ouais. 48, 72 heures. Ouais. Donc, après match, ça permet vraiment d'être sûr de potentiellement de bosser peut-être un peu moins fort que si tu n'avais pas eu de match, mais de bosser et de pouvoir récupérer derrière. Et c'est surtout cet aspect-là qui est important parce que tu arrives à ton match, je sais pas, tu as des courbatures, ça c'est un des pires trucs, tu vois. Tu as des courbatures où tu sens que tu n'as pas de jambes, tu n'es pas en forme. En fait, on veut tous éviter ça. Toi, t'as un protocole d'après-match? T'as un truc de faut que je fasse absolument ça après les matchs? Non, moi, à mon échelle, non. Ouais. Parce que globalement, on joue toutes les semaines. Ouais. Donc, une semaine, t'as vraiment le temps de récupérer. Un match de foot US, c'est éprouvant quand même. Ouais. Moi, je sais que je suis déjà allé à la salle après des matchs de foot US. Ah ouais? Mais c'est genre les matchs où j'étais vraiment frustré. En fait, ça me permettait d'évacuer. Je me souviens, une fois, j'ai fait un PR au squat après un match, tu vois. Ah ouais, d'accord. On jouait de 14 à 17, tu vois. Genre, on a fait notre match, on a perdu et tout, on était éliminé. J'étais frustré. Je suis allé à la salle à 19h, je suis sorti à 23h. Oh là là. Genre, j'ai fait un max en squat et tout. Non, mais pas pour un aspect logique, parce que généralement, t'es cassé après, t'as pas envie. Même le lendemain, je m'entraîne rarement dur, sauf vraiment les matchs où c'était facile. Normalement, c'est plus à J+2, J+3, où là, je force un peu plus. Mais parce que j'ai une semaine à récupérer. Tu vois, J+2, J+3, potentiellement, en basket, t'es déjà en train de rejouer. En football aussi. Je sais, en rugby, je sais pas. Non, en rugby non plus. Il joue tous les quoi? Je pense, hormis à la Coupe du Monde, et même quand t'as des matchs de Coupe d'Europe, je crois que tu joues au max... en club, tu joues max pour moi une fois dans la semaine. Ouais. Et enfin, t'as 5-6 jours de récup, éventuellement, tu vois, sur une courte semaine, si tu joues le vendredi ou quelque chose comme ça. Mais éventuellement en Coupe du Monde. Je sais qu'en Coupe du Monde, c'est plus court. Ouais. Des fois, t'as 3-4 jours. Après, au rugby, ça change énormément l'effectif. Ouais. Potentiellement, tu as 15 joueurs qui démarrent le match 1. Tu as peut-être 6 joueurs peut-être qui vont démarrer, qui vont finir. Tu as le droit à 8 changements en général. Enfin, je crois que c'est 8. Mais en général, tout est changement. Tu vois, au rugby, ils font toujours tous les changements. Ouais. C'est pas comme au foot où des fois ils laissent le 11 de départ. Non. Il y a un changement. Ouais, c'est ça. Au rugby, tout le monde fait tous les changements. Tu vois, même souvent, je sais pas, t'as un numéro 9 remplaçant. Souvent, le numéro 9 remplaçant, il joue, tu vois. Le remplaçant d'Antoine Dupont. En vrai, tu le vois quasiment à tous les matchs de l'équipe de France, tu vois. Donc, il y a déjà cet aspect où ça tourne plus. Et le match d'après, c'est rare que ça soit les 15 mêmes qui commencent. Surtout chez les avants. Parce que les avants, faire 2 matchs d'affilée, c'est exigeant. C'est difficile. Souvent, tu tournes et comme ça, t'as un peu plus de récup. Ok. Ça fait combien de temps que t'es prépa? Alors, diplômé? Ah, c'est vrai que parce que depuis quand tu pratiques versus depuis quand t'es diplômé. Non, depuis quand tu pratiques? En vrai, j'ai commencé à m'intéresser, j'avais 13-14 ans. Ouais, d'accord. Donc on est bien sur une dizaine d'années de là, j'arrive dans le stade de ma vie où j'ai passé autant de temps en gros à faire du foot US et à m'intéresser à la prépa physique le reste de ma vie que ma vie d'avant, parce qu'en gros je vais avoir bientôt 28. J'ai commencé j'ai commencé le foot US à 14 et ça faisait déjà 1 an, je pense, que je m'intéressais à la muscu. Bon, au début plus muscu, tu vois, pas vraiment prépa physique, mais en vrai dès ma première année de foot US, j'ai commencé à m'intéresser à la prépa physique et tout. Je me souviens, j'avais envoyé des messages à des mecs genre sur des gammes athlétiques, des trucs, des conseils de course et tout. Et avec le recul, je me souviens, j'ai envoyé des messages à des gens. C'était pas des prépas physiques, hein, c'était juste des joueurs qui allaient vite ou des trucs comme ça. Genre vraiment des joueurs à l'ancienne qui étaient bons. Je leur avais envoyé des messages et tout et ils m'avaient répondu. Ouais, tu prends l'info là où tu peux à ce moment-là. Moi, ce que je voulais savoir avec ça, c'est bon, tu t'y intéresses depuis une dizaine d'années. Comment on fait pour encore apprendre des trucs dans un domaine, la prépa physique pour toi, où ça fait 10 ans que t'es dedans. Genre, comment tu fais pour encore découvrir un dernier truc, dénicher une dernière info, une manière d'optimiser quelque chose? Déjà, il y a... En vrai, je continue tous les jours d'apprendre, mais parce que ça me passionne. De toute façon, je ferais pas ce métier-là si ça me passionnait pas. Mais en gros, ça évolue sans cesse. Effectivement, les changements au fur et à mesure, ils sont de moins en moins forts. Au début, tu peux voir des choses, ça change complètement ta vision des choses. Ouais. Au fur et à mesure, là maintenant, ma vision des choses, elle est quand même plutôt fixe. Mais il y a des petits trucs où je me dis, ça pourrait être comme ça, ça pourrait être comme ça. Ouais. Des fois, il y a des périodes, tu vois, des périodes où je vais être comme ça, des périodes un peu plus comme ça. Je vais varier en fonction de ce que je vois, de ce qui m'intéresse et tout. Mais surtout, la science, elle évolue toujours. Il y a des choses à l'heure actuelle, on va dire, on a plus ou moins des réponses, mais il y a des choses où t'as pas encore toutes les réponses. Et du coup, tu creuses. Enfin, il y a des des études qui sortent tous les jours. Et en fait, si tu suis les choses, en fait, tous les jours, t'as des choses qui confirment potentiellement ce que tu faisais déjà, ou
qui vont à l'encontre potentiellement de choses que tu pensais établies. Ok. Vas-y, tu peux boire ton shaker si tu veux. Il y a quoi là-dedans? Créatine et jus de pêche. Ok, bon, bah ça va, c'est plutôt simple. Vas-y, je te laisse boire un petit peu. Les gars, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je veux continuer du coup à aller là-dessus. C'est quoi le dernier truc que t'as appris il y a pas longtemps, ou la dernière recherche que t'as creusée, qui t'a un peu pété le crâne, qui t'a fait ah ouais, je vais tester ça, vas-y. Vraiment, ça peut ne pas être majeur, hein, tu vois, un petit truc. Je réfléchis. Tu vois, j'ai pas de trucs, je pense, qui m'ont choqué. Après, il y a des petits trucs. En ce moment, moi, tu vois, je m'intéresse un peu à l'Irox, etc. Que ça soit pour moi, pour les personnes que j'encadre, parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'Irox. Et de base, en gros, je suis formé sur l'endurance, mais je suis pas un expert, c'est pas ma spécialité. Du coup, je me forme sur pas mal de choses sur l'endurance. Et je sais pas, l'entraînement au seuil, l'entraînement VO2 max, tu vois, des choses spécifiques, en gros, sur le travail d'endurance, où tu vois, si tu veux progresser, il suffit pas d'aller courir 1 heure tous les dimanches, tu vois. Faut être beaucoup plus précis que ça. Potentiellement du travail à plus basse intensité, du travail à haute intensité. Et dans le travail à haute intensité, il y a différentes formes de haute intensité. Et faut gérer tout ça, voir certaines choses. Et en gros, je sais pas, je m'intéresse à ça. Sur le travail d'endurance en particulier. Alors, j'avais vu un TikTok, je t'en parle, et tu me dis si c'est bon ou pas, parce que j'ai l'impression que ça parle un petit peu de ce que tu m'as dit. Donc, j'avais vu un TikToker fitness qui partageait le fait de, si tu veux bosser ton endurance, en effet, tu dois analyser ta zone 0, 1, 2, 3, 4. Je sais pas s'il y en a 5. Il y en a 5. Et en gros, tu dois répartir ton travail sur toutes ces zones. C'est ça? C'est en partie vrai. Ok, d'accord. Toi, ok, j'ai 0 cardio. Je veux courir un marathon dans 6 mois. C'est quoi du coup ces dernières choses que tu as appris qui pourraient m'aider? Alors je te dis pas de me faire un plan entier. Non, Quelles sont les dernières choses que tu as appris qui pourraient m'aider? Potentiellement, contrairement à ce que font la plupart des gens, en gros, varier tes allures. Varier tes allures, parce que souvent on va se dire, je vais courir, je sais pas, tu cours 1 fois par semaine, tu vas te dire, je vais peut-être courir 2, 3, 4 fois. Ouais. Mais potentiellement, si tu fais 4 fois la même chose, ça va te faire progresser. Mais au bout d'un moment, tu auras un palier. Et en gros, il y a des choses qui vont te faire progresser sur la vitesse que tu peux maintenir sur un marathon. Par exemple, je sais pas, tu veux le courir en 4 heures, ou tu veux le courir en 3 heures, ou tu veux faire comme les meilleurs, tu veux le courir en moins de 2 heures. En fait, c'est pas entre guillemets, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a finir un marathon, et au bout d'un moment, il y a améliorer sa vitesse sur un marathon. Moi, je sais, j'ai fait plusieurs marathons. Le problème, c'est pas de le finir, mais c'est de le finir à une certaine vitesse. Parce que je peux le finir potentiellement à quasiment 10 km/h, ça, c'est pas de souci. Par contre, là, je m'entraînais pour le finir à 12. Le finir à 12 km/h. C'est un monde différent pour toi? En fait, tu dois augmenter ta vitesse. Et potentiellement, le 12 km/h au début, je sais pas, tu cours 1 heure à cette vitesse-là, déjà, tu te dis, c'est chaud. Parce que t'as l'impression que tes jambes, elles vont lâcher. Moi, je sais que c'est globalement, je sais pas, je vais avoir des crampes si je veux maintenir cette vitesse-là. Je vais être à la limite aussi, potentiellement, une zone au niveau de mon seuil, en fait. Et ça, tu vois, il y a des choses pour progresser, parce que admettons, quand tu cours, tu vois, tu m'as parlé de différentes zones. En gros, c'est lié à ta fréquence cardiaque max. Admettons, t'es au repos, t'es à 60, t'es à fond, t'es à 200. Et en fait, entre 60 et 200, il y a différentes zones. Et en gros, il y a une certaine zone qui est la limite que tu peux tenir sur une certaine durée. D'accord? Ça, potentiellement, en gros, c'est un seuil. C'est ton seuil de généralement de VO2, etc. Je suis pas non plus expert sur tous les termes, mais voilà, tu peux maintenir cette si tu vas un peu plus vite, mais en fait, au bout d'un moment, tu pourras plus maintenir l'effet. Et le but, c'est de faire en sorte que justement on maintienne ce truc le plus longtemps là. Et ça, moi, je sais que c'est un truc que je dois bosser. Parce que je peux être très bon potentiellement sur de la vitesse, niveau foot US, mais pour le maintenir une certaine vitesse sur la durée, là, je vais peut-être galérer un petit peu plus. Donc en gros, c'est ta zone que tu peux tenir le plus longtemps. C'est ça que tu dois un peu rehausser, toi, c'est ça? Par exemple, sur un marathon. À la différence, tu vois, je parlais d'Irox. Sur un Irox, on n'est pas vraiment sur. Enfin, c'est de l'endurance, mais. Ils courent que 1 km à la fois. C'est 1 km, ensuite ils enchaînent leur muscu. Mais globalement, tu t'arrêtes pas du début à la fin. Tu t'arrêtes pas du début à la fin. Moi, je l'ai fait 170 de BPM moyen, tout du début à la fin. Ah oui, t'es en zone 4 là, 5? Ça dépend de ta fréquence max. Moi, je pense que ma zone 5, elle démarre à 175, je crois. Peut-être 170, faudrait que je regarde sur la montre. Mais potentiellement, zone 5. Moi, j'étais 4, 5, tu vois, 90% du temps. Et c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'arrive à le maintenir, tu vois. Je suis plutôt bon, en vrai, pour ça, tu vois. Mais musculairement, ça lâche.
Moi, je sais que, genre, souvent, les gens, par exemple, ils te disent, bah, ton allure à Aerox, c'est ton allure semi-marathon. Ouais. Moi, mon allure semi-marathon, elle est beaucoup plus rapide que mon allure à Aerox. Et donc, vas-y, raconte, je trouve ça intéressant. C'est musculairement, tu as lâché sur les exos, du coup, sur ton Aerox. Vas-y, raconte, parce que voilà, c'est ça la différence de l'Aerox, c'est rajouter cette course en plus de cette congestion. Bah, potentiellement, tu vois ce que c'est le sled push, le pousser de chariot. Bah, en gros, tu pousses ton chariot, tu sors là, t'as les jambes, elles sont congestionnées et tout. De base, juste marcher, potentiellement, tu te dis c'est chaud, tu vois. Sauf que là, de base, bah, tu dois recourir. Et en gros, le truc, quand tu fais un Aerox solo, t'as jamais de récup. En gros, tu dois repartir, mais t'as pas le temps de souffler. Et tes muscles, ils ont pas vraiment le temps de récupérer. Enfin, potentiellement, ta récup, c'est la course. Genre, tu vois, sauf que de base, tu dis pas forcément, je vais récupérer sur les jambes en courant. Ok, d'accord. Donc, non, enfin, ouais, c'est du spécifique et ça se bosse. Et du coup, moi, je me renseigne pas mal sur ça. Parce que du coup, bah, faut faire la course potentiellement haute intensité. Potentiellement, des fois, avec des petites récup, des fois, quasiment pas du tout de récup. Des fois sous fatigue aussi, parce que bah, quand tu viens de faire 100 mètres de fente avec 20 kilos sur le dos, tu dois repartir et que t'as plus de jambes, bah, c'est bien d'avoir un certain truc. Enfin, voilà, faut ça. Enfin, en gros, c'est de l'entraînement, c'est de l'habitude à ça. Et il y a de la spécificité, parce que tu fais des 10 km, bah, en vrai, tu vas pas être bon. J'ai l'impression vraiment que l'Aerox, c'est tellement particulier, singulier comme effort. Ah ouais. C'est vraiment singulier, ça n'a rien à voir tu peux venir de n'importe quel sport, ça ressemblera pas à ce que tu as pu expérimenter. Bah non, parce que c'est un sport en soi à part. Mais après, il y a quand même des disciplines où tu vois qu'ils sont meilleurs. Genre, en vrai, les crossfitters, généralement, se débrouillent pas si mal. Bien sûr. Mais en vrai, ceux qui performent le plus, souvent, c'est des triathlètes. Des triathlètes ou des mecs de sport d'endurance. Parce qu'en fait, c'est les mecs qui courent le plus vite. Enfin, le plus vite sur ce genre de distance. Et c'est monstrueux. Enfin, moi, tu vois, tu te dis, bah, 10 km/h potentiellement, c'est lent. C'est lent, enfin pour l'Aerox, c'est pas forcément hyper rapide. Après, chacun à son échelle, etc. Mais je parle pour de la performance sur de l'Aerox. Les plus rapides, ils courent en 3 minutes 15 au kilomètre. Ça, bah en vrai, c'est le double, hein, c'est quasiment du 20 km/h. Le mec, et c'est de la entre guillemets, c'est de la récup. Tu vois, il plie son kilomètre de course. Ah bah, c'est des mecs qui courent le 10 km en 30-35 minutes. Oh là là, c'est lunaire. Et là où ils sont forts, c'est que potentiellement, ils le courent peut-être en 35. Et en vrai, à l'Aerox, il va avoir la même vitesse, sauf qu'il va avoir la fatigue des jambes. Tu vois, enfin, le gap, il va être très différent. Moi, potentiellement, je cours le 10 kg, allez, peut-être en 47, 48, si je suis à fond. L'Aerox, je le fais pas en 47, 48. Ouais, ça n'a rien à voir avec. En beaucoup plus. Un petit peu plus. En plus, je voulais passer sur un autre sujet. Tom, t'as fait un peu ta spécialité sur le retour de blessure, en vrai. Totalement. Les gens te connaissent totalement là-dessus. Déjà, pourquoi cet aspect du sport t'a intéressé? Alors, ça fait des années que je m'y intéresse, vraiment depuis le tout début, parce que en vrai j'étais toujours blessé. J'étais toujours blessé et plus ou moins mon premier vrai métier. Du coup, j'étais préparateur physique spécialisé dans la réathlétisation en pôle espoir de rugby. Et en gros, mon quotidien, c'était de m'occuper de tous les joueurs qui étaient blessés. En gros, pour les aider à revenir. Non, en gros, ceux qui allaient bien, en vrai, je les voyais pas. Enfin, je les voyais pas. En tout cas, je m'occupais pas d'eux. Par contre, ceux qui étaient blessés, qui se blessaient le dimanche, moi, dès le lundi, je m'occupais d'eux. Et en gros, c'est comme ça que vraiment, je suis arrivé vraiment dans les blessures. C'est que déjà, j'ai fait ça pendant 1 an. Moi, à côté de ça, en vrai, les 2 années d'avant, c'était en gros, c'était mon métier en 3e année de STAPS. C'était mon stage, mais en même temps, j'étais rémunéré, etc. Ma première année STAPS et ma 2e année STAPS, globalement, je passe toute l'année blessé. Parce que t'es surmené, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, surmené, on en avait peut-être parlé, mais en vrai, quand t'es en STAPS, en vrai, t'as plus ou moins 10 heures de sport par semaine avec les cours, sans ta spécialité. Moi, à côté, tu rajoutes du coup 4 heures de rugby et tu rajoutes le foot US que je faisais à côté, en général 4 à 6 heures de foot US. Donc en gros, ça te fait 20 heures de sport par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Et t'as pas le choix en fait. C'est pas comme quand tu fais ton sport, potentiellement, tu peux réguler certaines choses. Là, t'as pas le choix parce que t'as les notes. Je sais pas, t'as cours d'athlétisme, tu peux pas courir, mais de base, t'es censé avoir une note. T'as cours de judo, t'as cours de basket. Tu dois faire. Entre guillemets, tu dois faire de la performance. Tu dois être bon. Et du coup, moi, en vrai, mon corps, il assumait pas. Les 2 premières années. Ouais, j'ai été blessé non-stop. En gros, tu vois, je faisais. Là, tu vois, l'exemple typique, c'est genre mon année de L2. Je crois que c'est L2, je sais plus si c'est L2, ouais. L2, premier cours de l'année au judo, je me luxe un doigt. Donc,
pas une blessure de fou, mais, mais pour à cette reste... époque-là, j'ai pas mes connaissances actuelles sur le retour de blessure et tout. Et en gros, je m'arrête, je vais chez le kiné, etc. Le mec que je vois, le médecin, il me dit que en vrai, t'es pas passé loin de la déchirure du tendon et que en gros, si tu forces trop vite, en gros, on va devoir t'opérer. Donc moi, je fais attention. Du coup, pendant 6 semaines, je fais pas de rugby, je fais pas de foot US, etc. Et quand je reprends, en gros, je reprends comme s'il y avait rien eu. Du coup, je me souviens, je reprends le mercredi. Tu te reblesses? Non, je reprends le mercredi au foot US. Ça se passe bien. Le jeudi, j'ai rugby. J'ai match de rugby. Je fais un match de rugby, ça se passe bien et tout. Et le dimanche, j'ai match de foot US. Je me blesse. Et là, entorse de la cheville. Logique. Entorse de la cheville. Pareil, même truc. J'ai 3 ligaments sur la cheville qui sont touchés, vraiment bien vénères. Là, je crois que je mets entre 6 et 8 semaines à revenir, je sais pas, mais quand même quelque chose de long, tu vois, à chaque fois. Tu vois, c'est pas rapide, c'est long. Et je me souviens, la cheville, pareil, je reprends un mercredi. Non, je reprends un lundi. Du coup, lundi, j'ai foot US. Mardi, j'ai rugby à la fac. Mardi, j'ai un peu la cuisse qui me tire. Mercredi, j'ai entraînement de rugby, la cuisse qui tire. Jeudi, j'ai match de rugby, la cuisse, elle me tire de ouf et tout. Foutu. Mais je termine le match. Dimanche, j'ai match de foot US. Et là, sur un plaquage, j'ai mon ischio qui lâche. Non, logique. Et du coup, là, t'as un cycle. En vrai, pendant 6 mois, t'es blessé. Ouais, t'es foutu. Je veux juste, avant d'aller sur ton histoire perso, j'aimerais que tu balances. C'est quoi ton conseil à toi pour des étudiants en STAPS pour bien survivre leurs 2 premières années? Ils arrivent, il y a beaucoup d'intensité. C'est quoi ton conseil pour survivre les premières années de STAPS? C'est chaud. C'est chaud. En vrai, en fait, ça dépend déjà de ta pratique à côté, parce que par exemple, moi, il y avait des gens qui se blessaient beaucoup moins, mais en fait, ils n'avaient pas leur sport à côté. Et en fait, t'as énormément de gens qui vont en STAPS et qui arrêtent leur sport à côté. Et en vrai, pour les études STAPS, potentiellement, c'est pas une mauvaise chose. Après, moi, je pense que ce qui jouait, c'est que j'avais rugby et foot US. Tu vois, c'est 2 sports de contact. Sans dénigrer, je sais pas, c'est pas du foot déjà. Enfin, par exemple, les footballeurs, c'était beaucoup plus tranquille. Même, je sais pas, t'as des sports d'intérieur, tu fais de la natation, t'es fatigué. Mais tu prends pas des gars. Tu prends pas des gars de lancer. En plus, moi, j'étais hors j'avais des mecs de Massy, du Racing, etc. Moi, j'avais jamais fait de rugby. T'es là, tu te manges des mecs, potentiellement, qui ont joué en Pro D2. Quand t'as jamais joué, ça fait mal aussi. Moi, je me rappelle, je voyais tes stories, je fais, attends, il fait le foot US et le rugby en même temps. Il y a personne qui fait ça. Personne fait les 2 en même temps. J'étais un des seuls. Là, j'en parlais avec un pote qui avait fait option rugby et tout, qui faisait du foot US et tout, et lui, il avait pas fini. Et je pense, après, ça a peut-être changé, mais que je suis un des seuls mecs qui a terminé, qui a réussi à valider une licence en option rugby sans faire de rugby à la base. En vrai, c'est très très rare, tu vois. Parce que la plupart, ils faisaient peut-être la première année, mais après, ils se faisaient tellement découper et tout. Et pourquoi t'as pris option rugby, sachant que t'en avais jamais fait avant? Parce que je voulais bosser dans le rugby. Ok. Je voulais bosser dans le rugby, donc c'est bien d'expérimenter aussi. J'ai fait je sais pas combien de matchs de rugby. En vrai, j'ai même joué après en Fédéral 2, tu vois, genre... C'est toujours mieux, tu vois, quand tu vas encadrer les mecs, d'avoir une idée de ce qu'ils ressentent sur le terrain. Comment ils se sentent, comment le corps est. Ok, très bien. Donc, ton conseil, c'est chaud et peut-être faut arrêter ton sport. En vrai, j'ai pas répondu, mais potentiellement, des fois, selon le stade, des fois, ça peut être de réguler quand même les sports qu'on fait. Et surtout de prendre bien le réflexe de s'échauffer, de se renforcer. Moi, c'est des choses que... Le renforcement, j'allais à la salle et tout, mais je travaillais pas de la même manière que je travaille actuellement. Je travaillais en muscu classique, renforcement classique, et ça a déjà une petite utilité, mais pas du tout la même que ce que j'ai actuellement. Donc ça, potentiellement, c'est chauffé, parce qu'en vrai, des fois, tu as deux sports par jour, 3 sports par jour. Je me souviens, en L1, mon mardi, j'avais rugby le matin, natation l'après-midi, foot US le soir. Parce qu'en gros, j'étais encore en junior. Du coup, je m'entraînais le mardi, alors qu'après, je m'entraînais lundi, mardi, mercredi, etc. Et du coup, t'arrives... ton corps, le soir, il a fait 4 heures et tu dois faire 2 heures de foot US. Mais du coup, et des fois, tu te dis, c'est bon, non, échauffe-toi. Échauffe-toi, nous, souvent, c'est ça qu'on bâclait. On s'échauffait pas bien. Potentiellement la récupération qui est pas bonne. Après, des fois c'est pas forcément simple avec le contexte scolaire, mais moi je me souviens qu'à l'époque, déjà je dormais pas beaucoup de base, mais en gros tu rentres avec les entraînements le soir, tu rentres chez toi, il est 23h, etc. Moi je devais me lever à 5h et quelques le matin pour partir à la fac. Donc déjà t'es en dette de sommeil constante. Moi j'avais la chance, en vrai je me suis intéressé à ça, mais je mangeais bien, donc avoir une bonne alimentation ça aide, mais la dette de sommeil, le surentraînement au niveau du sport et la mauvaise pratique, t'as le combo gagnant pour te blesser.
Et voilà, selon les profils de chacun, les sports pratiqués. Ok. On revient du coup sur ta spécialisation sur le retour à l'athlétisation, c'est comme ça que ça se dit? Réathlétisation. Retour à la performance sportive. D'accord. C'est devenu vraiment ton dada, c'est ce que tu kiffais le plus, c'est ce que tu faisais le plus. C'est quoi ton protocole? T'as un gars blessé? Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu un protocole au sens large. Je veux pas dire si j'ai les croisés ou si j'ai... Ok, une entorse, un tendon, un ligament qui a mal. Tu chopes un gars, qu'est-ce que tu fais avec? Après, en vrai, c'est toujours le même raisonnement. C'est pour ça que je demande tout à l'heure, ce qui compte, c'est pas en soi de faire tel exercice, telle chose et tout, mais c'est d'avoir le raisonnement derrière. Et si tu te blesses, ben en gros, potentiellement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on te dit habituellement, mais en gros, ne glace pas. Ne prends pas d'anti-inflammatoire, n'immobilise pas la zone en question. Parce qu'en gros, c'est 3 choses qui vont retarder la cicatrisation de la zone blessée. Ça veut pas dire qu'il faut surtout pas le faire, mais disons que si tu veux récupérer rapidement, bah, t'as pas intérêt à le faire. Parce que, en gros, ces 3 choses-là, globalement, elles vont retarder l'inflammation du corps. Tu vois, quand ça gonfle et tout. Et en fait, c'est pas pour rien que le corps, ça gonfle et que t'as une inflammation quand tu te blesses. C'est parce qu'en fait, c'est comme si on appelait les pompiers. Tu vois, t'amènes les pompiers et en fait, ils vont apporter des choses pour réparer, éteindre le feu, etc. Et en fait, nous, quand on met de la glace, des anti-inflammatoires, en fait, c'est comme si on empêchait les pompiers d'arriver. Parce qu'en gros, l'inflammation est associée souvent à de la douleur. Mais en fait, c'est pas une douleur qui est mauvaise en soi, parce que elle permet plein de bonnes choses par la suite. C'est le corps qui travaille. Bah, tu vois, s'il y a le feu, tu te dis pas, je vais pas appeler les pompiers. Non. Mais en fait, c'est ce qu'on fait la plupart du temps au niveau du corps par rapport à tout ça. Mais par contre, en soi, si la douleur, elle est intolérable, t'as quand même intérêt de prendre tout ça parce que le but c'est pas non plus de souffrir, mais des fois tu vois, je pense que tu le vois au basket, tu vois les mecs qui se font des entorses de cheville et tout, ils vont direct mettre la glace, mais en vrai les mecs ils ont peut-être un peu mal mais ils sont pas en train de souffrir le martyr. Peut-être le mec qui vient de se faire le croisé et qui souffre comme pas possible, tu vois, t'as une fracture, bah là c'est chaud, mais quand t'as on va dire une petite blessure, potentiellement tu peux faire largement sans et tu vas récupérer beaucoup plus vite. Déjà, juste en faisant ça. En faisant ça à l'instant T. Ensuite, n'immobilise pas. Pourquoi n'immobilise pas? Parce que, en gros, si tu t'es blessé, c'est que tu as fait quelque chose qui a excédé tes capacités. Tu vois, tes capacités, elles sont là. Ce que tu veux faire, c'est au-dessus. Tu te blesses. Potentiellement, tu vois, si tu es un peu en dessous, juste tu as des douleurs. Tu vois, la douleur, en gros, c'est un peu le voyant orange sur ta voiture. Ça va te prévenir que c'est la merde, mais pas encore. Tu peux faire quelques kilomètres. Mais si tu fais n'importe quoi, au bout d'un moment, tu as des soucis. La douleur, c'est un peu la même chose. Donc, voilà, potentiellement, si tu t'es blessé, du coup, ça veut dire que tu as excédé tes capacités. Si tu ne fais plus rien, en fait, les capacités elles vont baisser progressivement. Et en fait, déjà, il y avait un gap au départ. Si tu ne fais rien, en fait, le gap, il sera encore plus grand. Qu'est-ce que tu veux dire par gap? Le gap entre tes capacités entre ce que tu voulais faire et tes capacités. En gros, je sais pas, on va prendre un exemple concret, mais généralement, c'est pas ce qu'on retrouve dans le sport. Mais admettons, tu veux mettre 100 kilos sur le dos au squat, mais t'es capable de faire que 60 kilos. Tu vois, t'as 40 kilos d'écart. Si tu mets 100 kilos sur le dos, c'est pas bon signe, tu risques de te faire mal. Potentiellement, ça peut être la même chose au niveau de ta cheville, au niveau de ton ischio, au niveau de ton genou, quand tu fais ton sport. Pas à des échelles de kilos parce que tu peux pas quantifier ça. Mais tu vois, et si, admettons, tu te fais mal à 100 kilos au squat et que tu fais pas de squat pendant des mois, peut-être t'avais 60 kilos mais t'étais entraîné, là tu passes à peut-être à 20 kilos tu rebaisses, et en fait quand tu reviens en fait t'es hyper loin de tes capacités de départ et ça va être ton risque de blessure il va être encore accru, mais parce que t'as rien fait pendant des mois. Et du coup généralement on immobilise pour éviter en fait d'aggraver la blessure parce que évidemment si tu te blesses à 100 kilos et que tu refais du squat à 100 kilos alors que t'as déjà mal, pareil c'est pas non plus une bonne chose. Mais ce qui est important du coup, ça va être de bouger de manière adaptée. Tu vois, moi, la plupart du temps, les gens, ils me disent à chaque fois, et ils simplifient un peu mon discours, ils me disent, il faut bouger. En vrai, c'est ça. Tu vois, il faut bouger, mais de manière adaptée. Par rapport, pour bouger sans aggraver la blessure. Et ça, c'est des choses, on va dire, assez spécifiques, mais potentiellement, continuer de bouger. Continuer de bouger, on va dire, c'est ce qui est beaucoup plus naturel, c'est au niveau du reste du corps. Tu vois, tu te blesses au genou, à la cheville, en vrai, tu peux entraîner potentiellement le haut du corps, tu peux entraîner les abdos, t'as même des méthodes, je sais pas, pour entraîner ton cardio, tu vois, tu peux faire des modalités qui n'utilisent pas ta jambe gauche, par exemple, et tu peux quand même continuer à faire des choses, et du coup, tes capacités, elles vont moins baisser, voire elles vont pas du tout baisser. Tu parles du reste du corps aussi, c'est important d'entraîner le reste du corps. Tu vois, mon discours, il évolue progressivement, on va dire que le reste du corps, déjà, c'est la première chose à faire et entre guillemets, il y a quasiment aucun changement à faire sur certaines choses. Enfin voilà, tu te baisses sur l'épaule, potentiellement tu peux continuer de faire des choses sur le bas et inversement. Donc haut du corps, bas du corps. Autre chose qu'on peut faire,
si tu te blesses côté droit ou côté gauche, en vrai, c'est entraîner le côté opposé. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau du système nerveux, en gros, voilà, ça part de la tête, on va dire, et mettons, tu t'es blessé à la jambe gauche. Bah, en fait, le chemin au début utilisé pour envoyer de la force, de la vitesse, etc., bah, c'est le même qu'entre gauche et droite, globalement, jusqu'à ton bas du corps. Okay. Et si tu entraînes le côté droit alors que tu es blessé à gauche, bah, ce qu'on voit, c'est que tu perds moins en force côté gauche, tu perds moins en masse musculaire, tu maintiens des choses au niveau stabilité, équilibre, etc. Et en fait, c'est un game changer pour récupérer pour le retour de blessure. Parce qu'en fait, déjà, tu perds pas en capacité non plus au niveau de ta jambe droite, vu que tu continues de l'entraîner. Et en plus de ça, ça t'aide sur l'autre jambe. Donc, tu vois, tu passes d'un truc potentiellement où tu fais rien. Là, t'entraînes ta jambe qui t'aide des deux côtés. Et sachant que moi, je recommande pas du tout de ne rien faire sur la jambe qui est blessée. Mais c'est là, entre guillemets, ça va être vraiment spécifique à chacun. Et qu'il faut bien le faire. Mais en vrai, il faut continuer de bouger au niveau de la zone que tu viens de blesser. Et en faisant tout ça, en fait, tu mets tous les leviers possibles pour bien récupérer. Pour bien récupérer et revenir à ton sport, parce que le but c'est pas juste de récupérer, je sais pas, de descendre les escaliers ou des choses comme ça. Généralement c'est de reprendre le foot, le rugby, etc. C'est vraiment de reprendre ton sport. Mais du coup, comment tu réussis à accompagner des gens sur leur retour de blessure? Alors au début tu fais ça au rugby, t'es dans le club, mais comment tu réussis à faire ça alors que t'es peut-être des fois à distance? Tu vois, il y a des gars qui t'appellent, je viens d'avoir une blessure, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois diagnostiquer à distance. C'est quoi ta manière de le faire sachant que t'es à distance? Bah, j'ai un protocole globalement, ça fait vraiment 5 ans que je me suis spécialisé là-dedans. J'ai un protocole quand même qui est bien ancré, c'est-à-dire que généralement je discute avec la personne. En vrai, je cherche à creuser à chaque fois. Tu vois, des questions type, c'est déjà, t'as mal où? Tu t'es fait quoi exactement? Comment? Il y a combien de temps? Sur quoi t'es gêné actuellement? Je sais pas, si on prend l'exemple d'un genou, est-ce que tu peux tendre la jambe? Est-ce que tu peux plier la jambe? Est-ce que éventuellement tu peux courir, tu peux sauter? En fait, tout un échange qui me permet en fait de faire plus ou moins un bilan avec la personne. Donc il y a entre guillemets le bilan via l'échange. Il y a bien évidemment un bilan physique concret, c'est-à-dire que quand une personne fait un accompagnement avec moi, en fait on évalue tout. C'est-à-dire que sur le genou, tu vois, j'ai mis un post Insta il y a pas longtemps pour évaluer son genou. Et il y a plein de gens qui m'ont dit: oh putain, je pensais pas que j'étais aussi limité, alors que c'est des gens des fois qui pratiquent leur sport. Là, j'ai une fille, elle m'a contacté comme ça, elle me dit ouais Tom, je pense que après elle le savait, parce que c'est une fille qui est en arrêt de travail depuis des mois par rapport à son genou. Elle me dit: mais j'ai fait ton bilan, j'ai 5/20. Bah ouais, tu m'étonnes. Et en gros, mais parce qu'on se rend compte de tout ce qui cloche au niveau du genou, et du coup on voit les axes d'amélioration aussi au niveau du genou, sachant que je n'évalue pas, admettons, t'es blessé au genou, j'évalue pas que le genou. Je vais évaluer la cheville, je vais évaluer la hanche, je vais évaluer plein d'autres choses parce qu'en fait, ça. Tu regardes ce qui surcompense, par exemple, c'est ça? Bah, ça peut avoir une idée. Par exemple, là, la fille en question, elle est blessée sur tout le côté gauche. Enfin, elle a eu des problématiques, bizarrement, que sur le côté gauche. Et c'est son genou gauche qui est problématique. Tu vois, c'est des choses comme ça où, je dis pas que c'est forcément relié, mais ça a un impact. Tu vois, souvent, moi, l'exemple que je dis, c'est imagine, je sais pas, enfin, je le prenais souvent avec l'exemple pour l'hôpital, mais en gros, tu as une équipe de soins dans le médical. Tu vois, tu as une infirmière, tu as une aide-soignante, potentiellement, tu as différents staffs. Si tu en as un qui n'est pas là, les collègues ils vont avoir plus de taf à faire. En gros, ton corps c'est un peu la même chose. Si ta cheville elle fonctionne pas bien, tes genoux ils vont avoir plus de taf à avoir. Et en fait, ce plus de taf, potentiellement on arrive au fait d'excéder les capacités. Peut-être que de base, tu vois, quand tu fais ton squat, admettons, je prends un exemple. Ça va être 33% cheville, 33% hanche, 33% genou. Si ton genou, si ta cheville elle fonctionne pas bien, peut-être que le genou il a 50%. Et le genou il est peut-être capable d'encaisser 40, mais si tu dépasses 40, ça va être problématique. 50, c'est un peu relou. Et en gros, c'est pas des choses, dans certains cas, ça veut pas dire que c'est forcément lié à ça, mais ça participe à tout ça. Parce que c'est sûr que si t'as plus de taf à faire, t'as plus de chances d'excéder tes capacités et de te blesser. Ça ressemble à quoi? Alors je te demande pas tout le protocole, vous irez voir sur son Insta pour aller regarder ça, mais 1 ou 2 tests que tu peux faire sur ton genou pour savoir si ton genou est 10/20, 20/20, enfin, un exercice en particulier? Alors du coup c'est des tests, truc simple. C'est pas forcément un exercice, mais après tout dépend du stade où on en est. Mais moi juste que je regarde. Même pour monsieur tout le monde qui pense aller bien. C'est ça, pour monsieur, madame, tout le monde et qui veut aller bien. Généralement pour le quotidien, je regarde si tu peux tendre ta jambe à fond. Genre sans douleur, sans blocage, etc. Potentiellement l'hyperextension. Je suis en train de le faire pour ceux qui écoutent. Tu tends la jambe, l'hyperextension, tu la vois en fait, potentiellement tu t'assois au sol et en fait tu regardes si tu arrives à décoller le pied du sol en plaquant ton genou contre le sol. C'est clair ou pas?
Tu vois, donc c'est un truc tout con. Tu gardes mais... le genou au sol et t'essaies de relever juste le pied. Souvent, au niveau des doigts, on le fait assez facilement. Au niveau des genoux, on est censé en fait, ça dépend à quel point t'es hyperlaxe. Mais peu importe qui t'es, normalement, t'es censé pouvoir le faire. Donc, est-ce que t'as l'hyperextension ou pas? Et est-ce que t'as la flexion complète? En gros, est-ce que t'es capable de ramener ton talon à la fesse ou pas? Et en vrai, quand tu regardes les gens, il y en a plein, ils sont pas capables de le faire. Ah, genre même debout? Ramener son talon à la fesse, etc. Et des fois même dans des équipes de rugby et tout. Oh mais ça m'étonnerait pas. Non, mais j'ai déjà accompagné des rugbyman. Un mec que j'ai en question, le mec il s'est fait 3 fois les croisés et en gros la 3e fois il me contacte. Et du coup le mec il arrivait pas à plier, il arrivait pas à attraper son pied en étant debout. Sauf que le mec il joue au rugby. Tu vois, c'est pas comme donc il y a plein de situations où il doit avoir même juste pour courir. Juste pour courir de base tu ramènes quand même. Et le mec il était vraiment limité et tout. Et on bosse en soi sur tout ça. Et tu vois, maintenant, il me dit putain, je me suis pas fait opérer, mais j'ai jamais fait une saison comme ça au rugby. Mais parce qu'on a travaillé sur plein de choses qu'il avait pas au départ, malgré le fait que potentiellement il avait un ligament croisé en plus, tu vois. Et du coup, voilà, pour le quotidien, flexion-extension. Flexion-extension. Après, sur potentiellement un profil plus physique, plus sportif. Plus athlète pro, potentiellement, je vais regarder les rotations. Tu vois, un truc tout con, mais tu vois, quand on dit que le genou a la capacité de pivoter, en vrai, les gens, ils le savent pas forcément. Et en gros, sauf que oui, ton genou, il est capable de pivoter. Donc, c'est quoi? C'est pivoter le pied pour faire bosser le genou? En gros, c'est pivoter, on appelle ça des rotations tibiales. C'est-à-dire que là, si vous essayez de le faire, en gros, c'est comme si tu essayais de visser ton talon dans le sol, en gros, sans bouger au niveau du genou, sans bouger au niveau du pied. Toi, t'es en pantalon, ça se voit pas trop. Moi, par exemple, si je le fais, tu vois, j'ai tout mon tibia qui pivote. Et ça, en gros, ça va te montrer à quel point t'es fort sur tous les mouvements de pivot, de changement de direction, etc. Ça donne pas tout, mais ça donne déjà une bonne indication. Et moi, c'est ce que j'évalue avec toutes les personnes avec qui je commence. Et donc, avec tous tes autres tests, tu peux avoir une analyse de... En fait, ça me donne une vision globale de il faut bosser sur ça, il faut bosser sur ça. Et c'est que le début. Parce que après, quand on bosse, on ajuste en fonction de comment la personne, elle évolue et comment elle se sent. C'est marrant, ça me fait penser à quand je vais chez l'ostéo. Je sais que l'ostéo, je peux lui raconter n'importe quoi. L'ostéo, je peux lui raconter n'importe quoi. Limite, il m'écoute peut-être pas, mais par contre, quand il va m'allonger, il va juste regarder. Tu vois, t'es allongé, t'as tes pieds qui sont du coup comme ça. Il va juste, je sais, regarder l'inclinaison de mon pied naturel. Allonge-toi, mets tes pieds naturels. Est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce qu'ils sont comme ça? Je sais que c'est ça qu'il regarde et il va analyser tout le reste de ça. Après, c'est son approche à lui, mais je trouve ça passionnant de voir le diagnostic de chacun comme ça. Clairement, après, chacun, tu vois, dans sa profession et tout. Mais en vrai, il y a plein de trucs et... Tu vois, moi, quand des fois j'analyse les gens, je regarde des choses, on bosse sur certains aspects, moi ça me paraît logique et facile. Les gens, des fois, ils me regardent en mode. Ça fait 2 ans que ça fait 2 ans que je cherche. Tu vois, là, je faisais un bilan le week-end dernier. C'est une dame qui arrive pas, en gros, du coup, à faire ce que je te disais au niveau de la flexion, elle arrive pas à ramener son talon à la fesse depuis quelques mois, alors qu'elle fait du yoga. Tu vois, de base, il y a plein de trucs où on dit. Tu vois, on te dit tu vas être plus mobile, fais du yoga. Ça fait 15 ans, elle fait du yoga. Elle y arrive pas. Nous, on bosse en 2 heures, on y arrive. T'as débloqué quoi? En gros, on a travaillé sur des choses au niveau mobilité. Et en gros, quand on a des résultats si rapides, en gros, je travaille aussi sur des choses au niveau sensoriel, au niveau système nerveux. C'est-à-dire que c'est un peu tu vois, une sécurité que tu auras sur ton corps. Et en fait, c'est le corps qui va, le système nerveux qui va protéger ton corps, parce qu'en fait, justement, pour lui, ça lui évoque un danger. Et du coup, vu que ça lui évoque un danger, il va te dire, non, t'y vas pas. Et en fait, en faisant certaines choses, au niveau sensoriel, au niveau mobilité, au niveau exercice. Comme débrider le scooter. En vrai, c'est ça. Moi, souvent, ce que je dis, c'est comme si tu roulais avec le frein à main et que je t'enlève le frein à main. Donc, en vrai, des fois, t'es à l'arrêt, j'ai des personnes, vraiment, elles sont handicapées au départ. Tu vois, un des cas les plus flagrants que j'ai sur ce genre de travail-là, c'est une fille, elle pouvait pas lever le bras plus haut que 90 degrés. Elle a eu 6 ou 7 opérations à l'épaule. Ça faisait 6 ou 7 ans qu'elle pouvait pas lever le bras. Donc, clairement, le corps, pour la protéger. Mais en fait, nous, on bosse. Et en fait, moi, je me rends compte de certaines choses en bossant. Au bout de 10 minutes, elle lève le bras au-dessus de la tête. Alors que ça fait des années qu'elle n'avait pas levé le bras. Et au début, elle lève le bras, elle a un peu des douleurs, etc. En même temps, ça fait des années que t'as pas levé le bras. Et après, on travaille dessus, on consolide tout ça, et maintenant, elle a plus de douleur. C'est fort. C'est cool. Et t'as autant de kiff à accompagner des athlètes pro versus monsieur tout le monde a levé le bras? Ouais, clairement. Alors c'est pareil. Moi, j'ai bossé, tu vois, dans le haut niveau, mais j'ai bossé à l'hôpital à côté. Et en vrai, les deux, je kiffe. Et en fait, limite, je préfère des fois l'aspect plus amateur, parce que t'as plus de reconnaissance. Bien parce sûr. qu'en gros, quand t'es en staff pro, tu vois, tu fais partie de
bah, tu vois, je sais pas, Mbappé, il voit des dizaines de personnes tous les jours, etc. Et t'as beau lui débloquer un truc. Après, voilà, ça lui fait du bien, mais voilà. Alors que, bah, quand tu t'aides, je sais pas, moi j'ai une dame, je l'ai aidée à pouvoir remarcher de nouveau. Ouais, monter, tu vois, elle marchait avec des béquilles au quotidien, et maintenant, enfin, elle peut marcher sans souci. Bah là, tu changes vraiment sa vie, et en vrai, t'as beaucoup plus d'impact. Après, les deux me plaisent, hein, et en tant que préparateur physique, j'adore les sportifs de haut niveau, etc. Ah putain, j'ai pas regardé. D'ailleurs, là, tu vois, c'est qui Johanna Freestyle? J'ai vu que tu l'as suivi. Oui, bah oui. Et j'ai vu qu'elle postait, qu'elle faisait tes exercices. Bah ouais, parce qu'en ce moment, on bosse. Et j'arrêtais pas de répondre, ouais, trop bien. Parce qu'elle va pas bien, hein. J'ai vu qu'elle allait pas bien. Ça fait 8 mois qu'elle fait une prépa pour les championnats du monde et tout. Et en fait, il y a 2 semaines, en gros, elle a commencé à être bloquée au niveau du genou et à plus pouvoir bouger la jambe. Bah, du coup, on a bossé sur certaines choses. Là, c'est du très très haut niveau, donc il faut vraiment aller chercher le 100%. C'est dur, mais on bosse et je sais pas ce que ça a donné parce que là, elle avait le premier tour des championnats du monde. Mais de base, une semaine, je pense que ça fait 10 jours qu'on a pris contact et tout. Et du coup, ça fait 10 jours qu'elle bosse non-stop. Tu vois, aussi dans mes protocoles, elle a des choses à faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, mais qui permettent de récupérer hyper rapidement parce que là, potentiellement, en vrai, elle a pas voulu faire d'examen parce que, en gros, elle a 1 mois d'échéance là internationale qui arrive. Mais en gros, fallait pas que ça la plombe. Mais potentiellement, moi, j'ai des suppositions sur certaines choses. Je vais pas les dire là, etc. Oui, bien sûr. Mais si tu sais ça, de base, tu te dis, en gros, l'année, elle est foutue. Elle est foutue. On doit t'opérer, etc. Si tu suis les trucs classiques, là, on va voir. On va voir ce que ça donne. Tu vois, en vrai, moi, pour l'histoire, j'espère qu'elle va être championne du monde comme prévu. Tu vois, ce serait une super histoire. Comme c'est l'objectif, mais on va voir. Ok. Non, mais super intéressant. Alors, je veux juste revenir sur un truc. Je pense qu'on peut aider plein de gens là-dessus. Préparateur physique de Monsieur Tout le Monde. C'est quoi ton conseil pour les quelques exercices que je dois faire à ma daronne quand je rentre le week-end? Et tu vois, ma mère, tu vois, je la force à marcher. Tu vois, on sort, elle marche, elle fait la gueule au début, et quand on rentre d'avoir marché 1 heure, elle est en mode, oh, j'ai plein d'énergie, ça me fait du bien, c'est mieux que quand je reste à la maison. C'est quoi, toi, le truc que tu voudrais faire passer aux gens de mon âge qui rentrent chez leurs parents? Et vas-y, faut faire bouger un peu nos darons. En vrai, c'est ce que tu as dit, faut faire bouger un peu. Le plus important, tu vois, à l'échelle du quotidien, en gros, moins entre guillemets, c'est de la haute intensité, plus ça va être facile. Ça veut pas dire que voilà, ça se fait comme ça, mais en gros, juste le fait de bouger, ça va déjà être intéressant. Et tu vois, le fait de marcher, déjà ça aide ta mère, tu vois. Et en vrai, il n'y a pas besoin de faire des fois compliqué. Au contraire, sur des publics non éduqués, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Et en vrai, même de base, même avec des personnes, on va dire, vraiment éduquées, etc., le but, c'est pas de faire le plus compliqué possible. Après, de faire des choses quand même qui fonctionnent. Mais juste marcher un petit peu tous les jours, prendre le réflexe de se lever de sa chaise, de pas passer 4 heures assis, allongé dans la journée. Je dirais bouger ses articulations tous les jours parce que, par exemple, tu vois, tu te lèves, tu marches, etc. Tes genoux, ils vont bouger. Mais en vrai, ton dos, il est toujours dans la même position. Et par exemple, au niveau du dos, se fléchir, se redresser. Là, tu vois, t'es assis sur une chaise, juste faire là des mouvements d'extension, flexion, potentiellement inclinaison, rotation. En fait, ça va faire du bien sur toutes les douleurs de dos. Je dis pas que ça résout tout directement, mais c'est déjà le premier levier qui va faire énormément de bien parce que bizarrement, si tu fais ça toute ta vie, en fait, t'auras jamais mal. Tu vois, si tu fais ça à l'heure actuelle, en gros, moi, je partage beaucoup sur ce que j'appelle ma routine articulaire. Je sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr. Et en gros, cette routine articulaire-là, je la partage gratuitement. Et en fait, c'est quelque chose que je mets en place depuis des années avec tous les patients, tous les sportifs, etc. que j'ai vus. Parce qu'en fait, si tu fais cette routine-là tous les jours, au moins en vrai, ça prend 5-10 minutes. Tu le fais tout au long de ta vie. En vrai, il y a quasiment aucune chance que tu développes des douleurs, on va dire, liées à l'usure de ton corps ou des choses comme ça. Je dis pas que si tu fais du footus, tu vas pas te blesser ou un truc comme ça. Mais globalement, dans ton quotidien, il y a très peu de chances que tu développes des douleurs parce que tout simplement, tu bouges toutes tes articulations tous les jours. Et en fait, tu vas jamais avoir un manque de mouvement. Alors que à l'heure actuelle, la plupart des personnes qui souffrent au quotidien, c'est parce qu'elles ne bougent pas assez. Et si tu penses que tu bouges suffisamment et que tu as des douleurs, potentiellement c'est que là tu manques de renforcement spécifique et là faut aller faire vers des choses, justement tu vois, je parlais d'un bilan, d'évaluer, etc. En vrai faut bilanter, faut évaluer et ça permet de voir vraiment les axes de travail à avoir ensuite. Non mais c'est intéressant, moi j'aime bien j'étais tombé vraiment dans une sphère de TikTok où des gars
aller chez leurs parents et allez, aujourd'hui on va les faire bosser un peu, on va faire quelques exercices et tout. Je trouve que c'est hyper important, tu vois. Bah, là, moi c'est top. Là, tu vois, t'as vu mon père du coup hier. Mon père, en gros, je lui ai instauré justement cette routine articulaire et ça me fait hyper plaisir quand moi je me réveille le matin. Qu'il le fait avec toi. Non, je le vois faire sa routine en autonomie. Je lui ai même pas dit. Et je le vois faire. Et là, je suis, c'est trop bien. C'est cool. Et puis tu sens qu'il se sent mieux, Ah bah, ouais, il avait mal partout il y a des années. Bah, tu as vu, on a fait un padel hier. Ça se voit pas qu'il a mal. Enfin, en vrai, à l'heure actuelle, il a pas mal, tu vois. Il nous a fumé son père. Il nous a démarré. Et c'est un ancien tennisman aussi. Hein. Commencez pas à nous prendre de haut. Hein. Ouais. C'est un ancien tennisman. Il avait tous les coups, les liftés, les ceci et cela. Et il nous a bien eu. Après, sinon, on fait des 2 contre 2. Hein. Ouais, voilà. Maintenant, on est prêt. 2 contre 2, on peut s'en sortir. Ok. Non, moi, c'est un sujet que j'aimais bien. Et du coup, pour revenir au retour de blessure, t'es un gars qui est revenu des croisés en combien de temps à la compétition, toi ? 28 jours. Bon, les gens sur Internet te prennent pour un fou, ce qui est logique. C'est logique. Je comprends que les gens te prennent pour un fou. Je suis pas choqué. Tu ne prônes pas forcément le fait de se faire l'opération des ligaments croisés pour quelqu'un qui veut revenir vite à la... Vite ou à long terme. Vite ou à long terme aussi. Après, je vais expliquer comme ça. Vas-y, on explique. Mais on a tout notre temps pour expliquer. Clairement. Mais... Clairement, si tu veux revenir vite, l'opération, on oublie, hein, parce que c'est long. C'est long, concrètement. Et tout. Mais en soi, même pour revenir à long terme tout court, en soi, l'opération n'est pas obligatoire. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de raison d'opérer, mais disons que moi, je pense que dans la majorité des cas, on a plus d'intérêt à ne pas se faire opérer que à se faire opérer. D'accord. Pourquoi ? Déjà, si on regarde les bénéfices, on va dire, théoriques de l'opération, souvent on parle d'arthrose, de stabilité, de reprise du sport, etc. Et en fait, maintenant, il y a de plus en plus d'études sur tout ça, où ils comparent des personnes qui se sont fait opérer, des personnes qui ne se sont pas fait opérer. Ce qu'on voit, c'est que sur l'arthrose, il n'y a pas de différence, voire même, potentiellement, tu as plus d'arthrose quand tu te fais opérer. Ok. Potentiellement. Sur la reprise du sport, globalement, pas vraiment de différence. Sur, potentiellement, les atteintes au ménisque. Pas de différence. Globalement, sur n'importe quel marqueur on va dire, de santé au niveau du genou, on voit pas de différence à long terme. Quand je dis à long terme, globalement, c'est 5 ans et plus. Donc, des fois, voilà, souvent, on peut avoir le raisonnement, ouais, je me fais opérer, mais c'est pour pas avoir une prothèse dans 10 ans, dans 15 ans, etc. En vrai, par rapport à ça, il n'y a pas de différence d'après la science. Là où la science se rejoint, et en gros, c'est avec ou sans opération, ce qui prévaut surtout, en gros, c'est la qualité du travail, on va dire, de rééducation qui est effectué. C'est qu'en gros, si tu bosses, tu vas bien revenir. Si tu ne bosses pas, tu vas mal revenir. Que tu te fasses opérer ou non. Et en fait, c'est là potentiellement où des fois il y a des nuances, c'est que généralement les personnes qui se font opérer, il y a vraiment un accompagnement. Parce que tu sors de l'opération. T'as un chirurgien, t'as un kiné, etc. Et potentiellement, des fois, les personnes qui ne se font pas opérer, il y a moins d'accompagnement derrière parce que justement, c'est des personnes qui vont pas consulter par principe. Et même comme ça, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est là, moi, où je me rends compte, c'est que sur les protocoles, en plus, en gros, à chaque fois, ils disent que on appelle ça traitement conservateur quand tu te fais pas opérer. Et en gros, ils parlent de traitement conservateur. En gros, quand tu fais de la kiné et que tu t'es fait les croisés, et en gros, que tu bosses par rapport à tout ça. Sachant que moi, de mon expérience, le travail qui est effectué, il n'est pas forcément bon. Enfin, on peut faire largement mieux. Et ce qu'on voit, c'est que ça donne déjà des très bons résultats sur les gens pour revenir sans opération. Donc, imagine avec du travail de bonne qualité. Moi, c'est pas pour rien que je suis à 100% de retour sans opération. J'ai jamais quelqu'un qui a galéré. Genre, alors que de base, les gens, ils se disent, ouais, c'est une exception. Moi, je l'ai fait sur des dizaines de personnes. Mais parce que le travail de qualité, enfin, le travail, il est de qualité derrière. Si on bosse pas bien, il y a de grandes chances, par contre, d'être limité. Et en vrai, je me pose quand même la question, enfin, tu vois, pour le quotidien, franchement, aucun souci. Là, il y a des études, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis, parce que aux États-Unis, se faire opérer des ligaments croisés, en gros, c'est un gros business, mais en même temps, la plupart des gens ne se font pas forcément opérer parce que ça coûte cher et que tu dois le payer. Alors qu'en France, entre guillemets, t'as rien à payer. Donc, en vrai, te faire opérer ou pas, tu te poses pas trop la question. Par contre, aux États-Unis, sortir $15 000, etc. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ne se font pas opérer. Mais par contre, des fois, il y a des gens qui sont au courant qui se sont fait les croisés. Et en gros, il y a une étude sur 15 ou 25 000 personnes, je sais plus c'est quoi le premier chiffre, où en gros ils regardent un peu les personnes qui ne sont pas fait opérer et en fait ils ont fait un nouvel examen 3 ans après la première rupture. On voit 50% des cas qui ont cicatrisé. Je parle de rupture complète. Et un point qu'on oublie très souvent du coup. Comment tu cicatrises si tu as fait une rupture complète, juste que je comprenne. En gros, ton corps est bien fait.
C'est-à-dire que ton ligament il est complètement arraché, mais en fait il va avoir la capacité de créer du tissu et de faire une cicatrisation. Souvent ça va créer ce qu'on appelle une cicatrisation en nourrice, c'est-à-dire que ça va faire un peu de tour, etc. En gros, moi c'est mon cas sur mon genou. J'ai une cicatrisation en nourrice. En gros, j'ai un ligament croisé qui a cicatrisé. Des fois, par exemple, dans mon cas, au tout début, les gens ils me disaient, mais non, il n'a pas une rupture complète. Je bossais à l'hôpital à l'époque, je faisais une IRM tous les mois. Tu t'es fait tes analyses, quoi. Globalement, j'ai fait 8 IRM les 8 premiers mois. Pendant 6 mois, ça m'annonce rupture complète du ligament croisé antérieur. Et en gros, au bout du 7e mois, on commence à avoir des signes de cicatrisation. Et je crois 8 ou 9e mois, en gros, c'était cicatrisé. Ok, d'accord. Donc, tu as pu analyser cette cicatrisation qui s'est faite. Ok, super intéressant. Et du coup, voilà, ça peut cicatriser de manière naturelle. Ça veut pas dire que, en gros, souvent, ce qu'on parle par rapport au ligament croisé, ça va être tout ce qui est lié à la stabilité du genou. Tous les sports de pivot, les changements de direction, etc. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas parce que ça cicatrise qu'on est forcément plus stable. Par contre, potentiellement, on n'a pas besoin d'avoir un ligament croisé fonctionnel pour être stable au niveau du genou. Il y a des personnes qui vont être stables au départ, il y a d'autres personnes qui vont être instables. Ce qu'on voit, c'est qu'en bossant on va dire pas de la bonne manière, on peut retrouver cette stabilité-là et qu'au final, on n'a pas forcément besoin de ce ligament croisé-là. C'est pas une nécessité, mais on va dire en soi, c'est toujours mieux de l'avoir. Hein. Je vais pas dire le contraire, je vais pas dire qu'il sert à rien. Mais une fois qu'il est pété, c'est pas une obligation de le réavoir de nouveau. Et en plus, moi, quelque chose qui me fait dire aussi que c'est pas une obligation, c'est que globalement, une opération sur 2 répète dans les 3 ans. Ah ouais? Ouais, t'as une personne sur 2 qui reprend son sport, etc., qui se répète le croisé opéré dans les 3 ans. Ah ouais. Mais voilà, parce que... J'essaie de voir ce que j'ai en tête de la NFL ou de la NBA, mais oui, c'est vrai que les gars qui se font les croisés, il y en a quand même pas mal qui ont l'expérience de le refaire. Regarde Dupont. Ouais, Après, Dupont, c'était un peu plus que 3 ans de mémoire. Dupont, c'était un peu plus que 3 ans. Ouais, c'était plus que 3 ans. Bon, il l'a refait. Et d'ailleurs, Dupont, est-ce qu'il a juste fait le ACL? Parce que moi, j'ai le terme de NFL. Il a fait que le ACL ou il a fait les autres? Si je me trompe pas, que le il a fait ligament que le croisé ligament antérieur. croisé intérieur. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, tu m'as lancé sur l'axe Dupont. Il est revenu depuis ou pas? Non, toujours pas. Ça fait combien de temps? Il a repris la course. Ouais. Je sais plus quand il s'est blessé. Il s'est blessé au tournoi des 6 Nations. Oui, c'était 6 Nations. Ouais. 6 Nations. Et assez tôt, je crois, en plus. En tout cas, c'est. Assez tôt dans les 6 Nations. On a gagné quand même, je crois. C'était l'année où on a gagné. Je crois qu'ils ont gagné pour lui. Ouais, on a gagné entre guillemets pour lui, ouais. Je pense que du coup il se l'est fait là en. C'était quoi, peut-être 5-6 mois. C'était février? Je sais plus. Janvier-février, c'est le début de l'année de toute façon, les 6 Nations chacun. Ouais. Ok. Et du coup, il s'est refait opérer, tu le sais ou pas? Oui, c'est sûr qu'il s'est fait opérer. Il s'est refait opérer. À haut niveau, la question question généralement ne se pose pas. Ok. Et en fait, les athlètes n'ont pas forcément le choix. Okay. C'est-à-dire que moi j'ai déjà été en contact avec certains sportifs de haut niveau, très haut niveau, etc. Potentiellement, certains qui potentiellement, je sais pas, devaient faire une Coupe du Monde avant et qui se font les croisés avant. Peut-être que certains sauront. Et en fait, déjà généralement, souvent on a peur pour la carrière à long terme parce que on a toutes les idées reçues que j'ai énoncées avant. Et ça doit être contractuel et au niveau de l'assurance, il y a des clauses dans les contrats. Tu peux pas. En fait, si potentiellement, ça se passe bien, en vrai, tant mieux. Mais la plupart du temps, c'est que, en gros, si ça se passe pas bien, potentiellement, tu perds tes sponsors. Ouais. Tu peux perdre ton contrat avec ton club. Tu peux perdre des choses par rapport à l'équipe de France, etc. Et souvent, de toute façon, le club et l'équipe de France bloquent. Ouais. Ou en tout cas, l'équipe nationale va bloquer pour l'opération. Donc, c'est très, très compliqué dans le haut niveau. C'est beaucoup plus simple dans le milieu amateur, parce que, entre guillemets, toi et moi, on se blesse, t'as le choix, tu vois. Ouais. Mais dans le haut niveau, non, t'as pas le choix. Dans le chat, on est en train de noter, c'est Max qui nous dit, c'était le 8 mars qu'il s'est fait les croisés Dupont. Il s'est blessé l'avant-dernier match contre l'Irlande, c'est ça. Voilà, donc on est sur le 8 mars. 7 mois. Là, on est... 7 mois, 5 mois. Ouais. 5 mois. Mais sachant que Dupont est hyper bien encadré. Ah j'imagine. Là, tu vois, j'ai fait une republication, en gros, d'une partie de sa rééducation qui a été filmée, etc. Et en fait, moi, après, je savais, en gros, il était dans un hôpital en Suisse, une clinique privée en Suisse, où j'ai certaines personnes que je connais qui y bossent, et en gros, ils partageaient un peu le travail, etc. Et le travail, il est très bien fait. Okay. Il est très, très bien fait. Et c'est pas pour rien que je crois qu'il a repris la course à même pas 3 mois post-op. Ok, post-opération, c'est particulier. Des fois, et moi, c'est ça qui est marrant, tu vois, c'est que j'accompagne, moi, des particuliers, du coup, plein de chirurgiens différents, etc.
les consignes sont toujours différentes. Il y en a, on leur dit de pas poser le pied pendant un mois, d'autres, on leur dit, faut pas faire ça pendant 2 semaines. T'as autant de recommandations différentes que de chirurgiens différents. Ok, d'accord. Donc, et des fois, les gens, c'est là où moi, des fois, ils captent, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui se sont fait plusieurs fois les croisés et qui me disent, je comprends pas, l'autre fois, on m'avait dit ça, là, on me dit ça, je fais quoi? En gros, il va à un deuxième chirurgien et le deuxième chirurgien lui donne d'autres infos. Ok. Ouais, c'est vrai que ça doit être un peu traumatisant quand tu te rends compte que chacun a sa sauce, chacun a son truc. Après, c'est pas non plus choquant, mais quand des fois, c'est tout et son contraire, tu vois, on parle de chaîne ouverte. En gros, chaîne ouverte, là, tu vois, je tends le pied, je bouge. En gros, je suis en chaîne ouverte parce que j'ai pas d'appui au niveau du pied. En gros, après opération des ligaments croisés, il y en a qui vont te dire, on fait pas de chaîne ouverte pendant des mois. En gros, c'est même pas on fait pas de chaîne ouverte. Des fois, il y en a qui te disent ça, mais des fois, il y en a qui te disent juste on fait pas de leg extension. Tu vois la machine leg extension, parce que en gros, c'est de la chaîne ouverte. Sauf que ils vont te dire, après, tu peux tendre la jambe comme ça. Et en gros, c'est exactement le même mouvement. C'est juste qu'il y en a pas de charge. Voilà, qu'il y a de la charge ou pas. Et en fait, moi, c'est ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, c'est que je leur dis, c'est pas le mouvement en soi qui est problématique, mais bien évidemment, ce mouvement-là, tu vas pas mettre 30 kilos directement. Déjà, on va le faire sans poids. Après, peut-être, on va mettre 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Et en fait, on y va progressivement. Et en fait, le mouvement qui paraissait dangereux, qui était interdit, après, tu vas te dire, je vois pas le problème, en fait. Mais parce que tu as préparé ton corps à le faire. Ok, d'accord. Et attends, du coup, le truc de chaîne ouverte, chaîne fermée, c'est du coup pied au sol, ou en tout par cas exemple ancré quelque part. Et donc il y a quelques exercices en chaîne ouverte que tu ne ferais ou ferais pas, et il y a quelques exercices en chaîne fermée que tu ferais ou que tu ferais pas en post-ligament croisé, c'est ça? Alors, en soi, oui. Ouais. En soi, oui, concrètement. Mais ça dépend de la personne. Mais il n'y a pas de. En fait, ça dépend des capacités. Il y a des gens, ils récupèrent hyper bien. J'ai des personnes post-op, elles sont en train de marcher dans leur chambre. Ouais. Et j'en ai d'autres, des fois, qui mettent 1 mois à poser le genou, la jambe au sol. Ok. Donc, mais ça dépend des cas de chacun, de tout le travail qui a été fait. Bizarrement, ceux qui galèrent, c'est des personnes qui m'ont pas contacté. Et celles, par exemple, on a bossé avant, dès le jour de l'opération, ils sont déjà bien. Ok. Ouais, parce que toi, tu fais bosser les gens. Même si le client il décide de faire l'opération, tu décides de les accompagner de toutes les manières. La majorité des gens que j'accompagne font l'opération ou ont déjà été opérés. Okay. En fait, moi, tu vois le discours un peu que j'ai eu là sur l'opération. En fait, je dis le même à mes clients. C'est-à-dire que je leur dis, qu'ils font ce qu'ils veulent. Tu donnes les infos. Je leur dis, c'est pas une obligation. Et tu vois, je te disais qu'en gros, dans certains cas, ça peut quand même être bien d'opérer, mais en fait, pour moi, c'est pas au niveau physiologique, c'est au niveau de la tête. Tout simplement parce que, en gros, si tu te fais opérer, globalement, même si c'est, on va dire, ton genou, ça va pas, etc., c'est comme ça et on bosse. Si tu te fais pas opérer, en fait, t'as un plan B. La moindre galère, tu vas te dire, si j'avais opéré, je vais me faire opérer. Pas eu ça. Okay. Et en fait, quand t'as un plan B, généralement, le plan A, tu vas rarement au bout, tu vois. Je comprends. Et en fait, c'est pour ça que ça dépend beaucoup de l'état d'esprit. Tu préfères limite avoir un client qui va se faire opérer plutôt qu'un gars qui doute toutes les 2 semaines. C'est pour ça que moi, j'échange avec les gens. Si les personnes sont en mode, je sais pas trop, je leur dis, va te faire opérer. Sachant que moi, en vrai, tu vois, les gens, ils disent, c'est son business de faire sans opération, etc. Moi, je gagne plus d'argent avec une personne qui se fait opérer. Parce qu'il reste plus longtemps, c'est ça? Un mec qui se fait pas opérer, le mec, potentiellement, en 1 mois, il a repris son sport. En général, on est plus sur du 2-3 mois. Mais 2-3 mois, des fois, le mec, il me dit, j'ai plus besoin de toi. Alors que s'il se fait opérer, en général, on est j'ai déjà des très bons résultats, mais on est du 4, 5, 6 mois pour le retour au sport et on n'est pas encore au top. Généralement, plus de 6 mois pour revenir au top, des fois même 1 an. Moi, c'est plus avantageux d'accompagner la personne 1 an que 3 mois. Mais je vais pas mentir à la personne pour gagner plus d'argent ou des choses comme ça. Non, je sais que dans mon cas, c'est pas pour rien que je suis pas opéré. Si je pensais que l'opération était mieux, je me serais fait opérer. Mais c'est comme ça que je me suis renseigné aussi. C'est moi en me faisant mon croisé pour moi. Parce qu'au départ, je pensais que j'allais me faire opérer. Et après, quand j'ai vu que globalement 3 semaines après, 4 semaines après, je faisais tout ce que je voulais, je me suis dit, en fait, j'en ai peut-être pas besoin. Vraiment, j'ai fait une première compétition. J'ai continué. Et en vrai, tu vois, les meilleures perfs de ma vie all-time en muscu, c'est sans je les ai 3 mois après mon croisé. 3 mois. Ah ouais, ouais. C'est quels exercices, par exemple? Squat et soulevé de terre. Ah oui, donc t'engages quand même ton genou. Soulevé de terre 250, squat 180, sans ceinture et tout. 3 mois après mon croisé. Ça fait 5 ans, j'ai jamais réussi à refaire ça. C'est traumatisant s'il faut faire ça pour aller taper le PR. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Je voulais savoir, parce que tu t'identifies comme quelqu'un qui se blessait tout le temps.
auparavant, Staps, tout ça. Aujourd'hui, ça va mieux, t'as réussi à te... Mais en même temps, tu fais toujours beaucoup de sport. Cet homme que j'ai à côté de moi a fait 2 saisons de foot américain en une, là. Ouais, j'ai joué quasiment 20 matchs cette année. Sachant que je me suis blessé sur le premier match de cette année. Donc, luxation de la rotule. La première blessure que je fais sur mon genou sans croiser depuis 5 ans. Okay. Et du coup, tu vois, si t'as des détracteurs et tout, ils vont me dire, ouais, mais tu vois, t'as toujours des problèmes au genou. Ouais, j'ai fait 5 saisons de foot US, j'ai fait des marathons, j'ai fait des saisons de rugby, j'ai fait du trail, j'ai fait de l'Irox, j'ai jamais eu de problème sur le genou. Et là, du coup, là, j'ai eu une merde cette année. Si, en gros, ma façon d'être, j'aurais eu des problèmes bien avant. Oui. Là, en vrai... Bon, voilà, le risque zéro de se blesser, de toute manière, il n'existe pas. Encore moins quand tu fais un sport comme le foot US, où globalement, t'as un mec qui peut te sauter dans les genoux à n'importe quel moment. Si je simplifie, c'est chaud. Même si t'as beau faire, tu vois, en fait, quand je disais, faut les capacités physiques pour encaisser tout ça. En fait, le niveau de capacité physique qu'il faut, des fois, il est pas atteignable. Sur certaines choses, il est pas atteignable. Mais du coup, je sais plus pourquoi tu me posais tout ça. Je voulais savoir, t'en es où, toi, niveau blessure? Tu as réussi à voir le bout du tunnel de cette identité de éternellement blessé que t'avais avant? Du coup, en soi, tu vois, je t'ai dit première, deuxième année STAPS. Globalement, je sais pas, ça fait combien d'années, mais ça fait 10 ans. À ces moments-là, j'ai pas fait de saison complète parce que je ratais des matchs à chaque fois. Depuis, globalement, même quand je me suis fait le croisé, j'ai fait toutes mes saisons au complet. Sauf là, du coup, les 2 dernières saisons où j'ai eu 2 pètes aussi. Je pense que la différence de niveau peut aussi avoir un impact. En gros, je joue en première division, c'est le plus haut niveau français. Sachant que un des pets que j'ai, c'est à l'entraînement et tout. Et en fait, tu vois ce que c'est un block and nail? Non, pas du tout. En gros, c'est quand il y a un mec, en gros, tu peux pas cutter un mec qui se fait déjà bloquer. Ah oui. Et en gros, je prends ça à l'entraînement. Pas de manière volontaire, tu vois. Donc t'es déjà engagé et il y a un mec qui vient dans tes jambes. J'ai un mec qui me pousse dans un sens, j'ai un mec qui tombe sur ma jambe dans l'autre sens. Okay, en gros, les pompiers, quand ils sont arrivés, parce que du coup, je me suis luxé la rotule sur l'autre côté, pas le genou, j'avais croisé de l'autre côté. Les mecs, ils m'ont dit. Comment t'as fait ça? En gros, ils m'ont demandé comment c'était possible que ça soit juste ma rotule qui se soit luxée. Ils m'ont dit, normalement, ça, c'est fracture. Et en gros, c'est lié à tout le renforcement. En vrai, ça aurait dû être pire que ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le risque zéro, il n'existe pas. Mais en fait, tu minimises la probabilité de te blesser et surtout, tu minimises le délai de retour au terrain. C'est-à-dire que l'année dernière, du coup, je me fais cette luxation. 4 semaines après, je rejoue au foot US. 6 semaines après, je refais un match. Et en gros, j'ai pas repris plus tôt parce que c'est mes coachs qui voulaient pas. Ils étaient en mode, non, c'est parce que eux, ils ont vu l'état de mon genou quand je me suis blessé à l'entraînement. Ma rotule, c'est ça qui les a trop main. Tu vois, là où j'ai ma rotule était là. Et en gros, ils étaient choqués du truc. Et quand ils m'ont vu débarquer 2 semaines après à l'entraînement, ils y croyaient pas. Ils étaient en mode comment ça se fait que tu marches déjà? Mais moi je leur dis mais je vais courir. C'est fou ça. Et en gros voilà, tu minimises potentiellement le délai de retour au sport parce que voilà, j'ai fait cette luxation là, après j'ai terminé ma saison et j'ai eu aucun souci. Cette année après j'ai enchaîné, j'ai jamais eu de problématique, etc. Et potentiellement de base quand je me blesse l'année dernière, c'est mon genou faible. Cette année je pense même pas, enfin j'ai fait ma saison, je pense même pas à mon genou gauche, alors que potentiellement c'était le genou gauche qui était blessé l'année dernière. Là du coup premier match de la saison, je me blesse au niveau du genou. Si on regarde le diagnostic, il est pas cool. Après en gros c'est le genou où j'avais plus entre guillemets plus de ligament croisé, mais où il avait cicatrisé. Et du coup, c'est toujours un peu bizarre à lire sur les IRM. Du coup, ils me disent rupture du ligament croisé sur les IRM. Ils me disent rupture du ligament latéral interne. J'ai en gros des fractures au niveau des os. Et j'ai une subluxation des ménisques qui est en gros ce que je savais déjà. En gros, j'ai de l'arthrose dégénérative. En gros, j'ai plus de cartilage au niveau du genou. Ce qui est le même cas des deux côtés et que j'avais déjà avant et tu vois, où j'avais pas de douleur. Donc, une énorme blessure. 3 semaines après, je rejoue un match. Et comment tu expliques ça? En fait, j'ai fait plus ou moins ce que je t'ai dit. C'est qu'en gros, dès le jour de la blessure, je mobilise, je prends pas d'antidouleur, etc. Je renforce, je travaille dessus, je reprends progressivement. Et en fait, en vrai, une semaine après, je suis déjà sur les terrains à m'entraîner. Peut-être 10 jours après, je fais mon premier entraînement de foot US. Et je crois 21 ou 22 jours après, je fais un match. Et j'ai pas fait le match en entier.
Tu vois, j'ai une dinguerie parce qu'en gros, j'avais un kyste poplité aussi. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, c'est un kyste à l'arrière du genou. Et en fait, le kyste a pété 3 jours avant le match. Et en fait, au début, je savais pas, mais en gros, j'ai le mollet qui a doublé de volume. Et en gros, j'avais un hématome de 12 cm dans le mollet. Tu vois un gros truc bleu. Vraiment, j'avais un bleu de la moitié de ma jambe jusqu'à l'arrière de la cuisse. À ce moment-là, t'as peur qu'une veine ait pété carrément. En fait, moi, tu vois ce que c'est une phlébite? En fait, c'était suspicion de ça. Parce qu'en gros, j'avais la jambe vraiment qui avait doublé. Je pourrais te montrer des photos et tout. C'était horrible. Et j'avais mal. Mais j'ai quand même joué. T'étais bien content que ce soit que le kyste. J'étais content que ça soit pas une phlébite quand je suis allé aux urgences et tout. Bien sûr. En gros, le vendredi à 3h du matin, je suis aux urgences. Moi, je jouais le samedi soir. Oh là là, espèce de fou. Et du coup, vu que je savais que c'était t'étais tranquille. En gros, juste ça faisait mal, mais ça risquait pas de s'aggraver. Au final, bon, je fais qu'une mi-temps parce qu'après j'avais trop mal, mais aucun souci au niveau du genou. Et ensuite, en gros, j'ai poursuivi tout le reste de ma saison. Entre guillemets sans souci en France. J'ai réussi à me faire recruter à l'étranger, du coup je suis allé jouer en Allemagne. Premier match de la saison en Allemagne, je me déchire le quadriceps et je me glisse un doigt. Je jouais la semaine d'après et j'ai fait tous les matchs. C'est fou hein, de retourner aussi vite. Après, t'as pu t'entraîner tellement au rugby sur des gars, quoi. En fait, c'est ça que je me dis. T'as pu faire ton laboratoire j'applique au quotidien, que ça soit du coup sur moi-même lié à mon historique, plus j'applique au quotidien sur des gens. Et en fait, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. Je vois aussi moi sur moi, parce qu'il y a des choses qui marchent sur moi qui marchent pas sur les autres. Tu vois, il y a plein de trucs. Et moi, je sais que par exemple, plus je force sur la douleur, mieux je réagis. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je fais des exercices, des fois ça me fait hyper mal. Genre, des fois, une des vidéos qui est sortie sur ma première réhab sur les ligaments croisés, je fais des exercices pour le genou, j'ai un protège-dents. Parce que je serre tellement fort, tellement j'ai mal, que je suis obligé d'avoir un protège-dents. Là, si j'ai pas de protège-dents, en gros, je me pète les dents. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu vas faire chez tout le monde. Ah non, clairement pas. Voilà, j'adapte. Tout le monde n'est pas, entre guillemets, aussi têtu que moi. C'est-à-dire que moi, je me blesse. En vrai, j'aurais pu attendre une semaine de plus, 2 semaines de plus. Mais en vrai, j'ai envie, par rapport à mon travail, plus j'ai envie de jouer. J'ai envie de revenir vite. Et du coup, je mets tout le levier nécessaire. Et quand je dis, tu vois, potentiellement, t'as du travail à faire tous les jours. Mais moi, quand je me blesse, je bosse 2 ou 3 heures par jour sur ma blessure. Là, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'a pas ce luxe. Je veux continuer sur des sujets avant qu'on finisse, parce que on est déjà à 1h30, ça va vite, j'ai pas le temps de chercher des questions. On va continuer sur un truc qui fait beaucoup parler sur internet, sur ton dos rond en particulier. Donc cet homme fait du Jefferson Curl ou des fois du soulevé de terre dos rond. Je sais pas si tu fais soulevé de terre ou c'est que le Jefferson Curl que les gens voient. Ça dépend de à quel point ils sont éduqués. En tout cas, tu soulèves des gros poids et t'as le dos rond. C'est pas du tout ce qu'on dit en salle de sport en général. C'est quoi la science derrière ça? Pourquoi tu soulèves des poids dos rond? Pourquoi je soulève? Pour me renforcer au niveau de la colonne. Parce que en gros, tu vois, tu vas venir toucher tes pieds, t'arrondis ton dos, tu te relèves, ça va. C'est un mouvement naturel. C'est un mouvement naturel. En vrai, si t'es capable de le faire à 0 kg, pourquoi tu serais pas capable de le faire à 200? En vrai, avec l'entraînement adéquat, etc. Avec la charge. Parce qu'en gros, ton corps a la capacité de s'adapter. Et des fois, c'est un peu le raisonnement de certains, c'est qu'en gros, on pense que aux muscles. Sauf que les tendons, ils peuvent s'adapter. Les disques intervertébraux peuvent s'adapter. Et comment ils s'adaptent? On met de la contrainte. En gros, il faut mettre du poids. Tu vois, Thomas Pesquet, il va dans l'espace, il atterrit. Potentiellement, il peut avoir des problèmes au niveau du dos. Parce qu'en gros, lié à la gravité, il n'a pas eu de contrainte sur son dos pendant des mois. Et en fait, il faut réhabituer à tout ça. Ou potentiellement, faut progresser au fur et à mesure. J'ai entendu, c'est une bête à la salle de sport, lui. Il doit se tuer. Les astronautes, c'est des machines de guerre. Avant de partir, ils partent dans un état de ouf. Quand ils reviennent. Et alors qu'il fait 2 heures de sport tous les jours quand il est en gros, quand il n'a pas à faire la gravité. C'est ouf. Ok. Et donc pourquoi? Donc tu fais ça parce que en gros, c'est un mouvement naturel. Donc tu peux le charger. Et donc c'est pas quelque chose d'esthétique forcément, c'est juste aucun intérêt esthétique. Aucun intérêt esthétique. Je voulais juste voir ça. Enfin, Jefferson Curl, potentiellement ça travaille un peu l'arrière des cuisses, les fessiers, etc. Ça travaille vraiment les muscles de ton dos. Mais le bas du dos, après, si t'es hyper sec et tout, on les voit les muscles de ton bas du dos. Mais bon, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. On aime trop manger. Mais moi, c'est plus un intérêt vraiment de renforcement, de kiff aussi, parce que ça me fait plaisir. J'avais un objectif de passer 200 kilos sur ce mouvement. C'est du kiff. Comme n'importe quelle perf pour chacun. Et ça se traduit dans quoi? Dans le tous les jours? Quelqu'un qui est fort à ce mouvement en particulier se blessera pas peut-être dans le bas du dos. Tu fais un déménagement par exemple. Tu survis ton déménagement beaucoup plus. De base, tu fais un déménagement, tu portes des cartons et tout. On va dire, potentiellement, si t'as mal au dos, tu vas te dire, il faut que je baisse le dos, que je sois bien droit, que je plie les genoux et tout.
Là, en vrai, tu prends le carton, tu t'en fiches. Ouais. Enfin, moi, je me prends pas la tête, hein, je prends les trucs n'importe comment. Et en fait, mon corps est préparé à ça. Ouais. Je peux soulever 200 kilos en me penchant sur l'avant, je peux soulever 80 kilos en me penchant sur le côté. C'est pas un carton qui est théoriquement où je risque de me faire mal. Mais parce que j'ai préparé mon corps à ça. Mais en vrai, c'est le même raisonnement. Tu vois, je coachais une dame qui avait multiples opérations au niveau du dos. Elle avait 65 ans, un truc comme ça. Et en gros, à cause de son dos, de base, elle pouvait pas rester debout. Et en gros, son objectif, c'était de faire, tu vois, le voyage côte ouest aux États-Unis, où tu marches tous les jours, etc. En gros, c'était le but du coaching. D'accord. Et en fait, on avait tout un entraînement sur le dos pour qu'elle soit capable d'assumer tout ça. Et la base de truc, c'était du renforcement dos rond, en Jefferson, etc. Après, elle, à son échelle, on mettait 8 kilos. Sauf que le 8 kilos, potentiellement, il lui permettait de se tenir droite dans la journée sans avoir trop mal. Ok. Passionnant. Mais elle est venue te voir en mode, c'est ça mon projet sportif. Ouais, en fait, c'est marrant. En gros, on a des contacts en commun. En gros, c'est la mère d'un pote à moi. Ok. Ouais, mais et donc toi, enfin, c'est marrant comme projet sportif pour toi de te dire, ok, je dois adapter la prépa à. Donc ça ressemble à quoi comme c'est de la marche sur combien de kilomètres? Sac à dos de ouf, j'imagine. Ouais, pas à son échelle non plus. Elle, c'est juste faire un voyage en tant que touriste. Parce que de base, elle est incapable de marcher 100 mètres. Ah, d'accord. Oui, quand on marche, au début, quand on a commencé le coaching, elle devait s'asseoir au bout d'un moment parce qu'elle pouvait pas rester 1 heure debout. Ok. Donc, tu vois, on part de bas. Ok, d'accord. Et en gros, elle, oui, il y a des exercices. En gros, renforcement du dos, renforcement des jambes, renforcement de choses au niveau des hanches. Je la faisais marcher pareil avec un poids dans la main, mais juste d'un côté, pour travailler sur les côtés. On travaillait sur l'extension. Même parce que la problématique principale, c'était au niveau du dos. En vrai, elle était cassée au niveau des épaules, des genoux, de tout. Il n'y avait pas une zone en vrai qui était pas problématique. Donc t'as dû faire un clean-up de tout. Elle pouvait pas lever les bras. Tu vois, je te disais tout à l'heure, la fille qui pouvait pas, mais elle a 30 ans. Là, elle était incapable de lever les bras non plus, mais 65 ans. Mais du coup, on travaillait quand même sur ça, et en fait, tout son quotidien, il était mieux. Et moi, c'est surtout, elle me disait, en plus, elle, c'est une dame qui râle beaucoup. Tu vois, elle était toujours en mode, ouais, mais là, j'ai mal sur ça. Et moi, je voyais les retours, du coup, de la famille qui me disaient, ah, mais là, on a vu qu'elle fait ça et tout. Et genre, ils étaient impressionnés de ce qu'elle a fait pendant le voyage. Parce qu'ils sont partis en famille. Ok, stylé. J'aimerais aller sur un truc assez simple. Tu m'as dit, c'est important d'avoir du sprint. Allez, on peut sortir tous les mouvements habituels, squat, deadlift, bench, tout ça. C'est quoi le truc qui manque un peu dans les athlètes au global? Toi, tu te dis, ah les gars, allez regarder, allez tester ça. Ah, je pensais pas que t'allais demander ça comme question. Moi, alors, ce qui manque, après, ça dépend pour qui. À l'athlète de mon niveau qui fait un peu de sport, mais qui est pas incroyable. Ce qui manque, je dirais majoritairement, en gros, c'est du travail de force. Du travail de force, comme je disais pour les footballeurs. Mais des fois, quand on est habitué à aller en salle de sport et tout, c'est pas forcément le travail force classique comme on le voit. Tu vois, leur squat, soulevé de terre, bench et tout. Non, plutôt du travail de force orienté mobilité. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire ton squat, descendre à 90 degrés et tout, mais potentiellement à quel point tu peux avoir la jambe en flexion complète et tenir une certaine position. Ou à quel point tu peux faire certaines rotations au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau des épaules. Tu vois, plein de mouvements où en gros, c'est de la force en plein amplitude, ce qui est associé à de la mobilité. Et en gros, cette force-là, dont la plupart des gens manquent, et qui fait défaut généralement quand on a des problématiques de santé, de douleur, de blessure. Ok. Donc, tu as défini ça comme force en fin de mobilité, en fin de... Force en fin d'amplitude de mouvement. C'est-à-dire que là, si je prends l'exemple, on va dire au niveau du genou, je plie la jambe à fond, je suis en fin d'amplitude de mouvement. Et potentiellement, c'est des zones où j'ai pas beaucoup de force. Tu vois, tu fais ton squat, tu descends à la moitié, t'es plus fort que si tu descends entre guillemets en squat complet. Et ton squat complet, t'es même pas le genou complètement fléchi. Tu te souviens t'es jamais... Non, mais et tu vois, par exemple, pour bosser sur ça, là, c'est pas vraiment un exercice de mobilité, mais en vrai, on a une amplitude complète. Les 6-6 squats. Tu te souviens quand je faisais les exercices et je touchais le sol en étant sur les plates et tout. Tu vois, ça, en vrai, tu plies énormément la jambe. T'as la cheville, elle est pliée au max. T'es en extension sur le corps. En fait, quelle capacité tu as à redécoller dans une position qui est pas... C'est ça. Tu vois, justement, les gens, ils voient le mouvement, ils se disent putain, j'ai mal en le regardant. Ça, c'est un peu l'exemple des fois de certaines choses au niveau mobilité, mais en fait, c'est adapté à chacun. Pour faire ça, il y aura bien évidemment des choses beaucoup plus simples et beaucoup moins impressionnantes à faire au départ pour se préparer à ça.
Mais en vrai, c'est la même échelle, tu vois. Là, en gros, on passe de quelque chose qui est, entre guillemets, pas impressionnant à quelque chose qui est impressionnant, mais c'est la même chose qu'un mouvement à 5 kilos ou un mouvement à 200 kilos. En vrai, c'est le même raisonnement. Ok, d'accord. Donc toi, c'est ça, t'aimerais pousser les gens un petit peu plus à regarder cette force en fin d'amplitude. Ok, c'est intéressant. Et ça s'ajoute comment dans un entraînement Alors, ça ressemble à quoi ? Un moyen très simple. En gros, tu prends ton exercice de muscu classique et tu l'ajoutes juste après. En gros, un superset. Ok. Et potentiellement pas forcément sur la même zone. Là, par exemple, t'as mal au genou, tu fais ton bench, tu vas faire un exercice au niveau du genou pendant ta récup. Ok. D'accord. Ton exercice d'après, je sais pas, tu fais un autre exercice haut du corps. Tu vas mettre un exercice au niveau de la cheville. Ok. Et tu travailles comme ça. Histoire de pouvoir. Et potentiellement sur le bas du corps, tu fais ton squat, tu mets un exercice sur les épaules ou sur le dos. Ok. D'accord. C'est quoi, toi, le dernier truc sur lequel tu bosses sur ton corps, ton échafaudage à toi, le dernier truc que t'as ajouté qui te fait kiffer en ce moment ? Alors, moi, j'ai beaucoup de choses qui me font kiffer. Ouais, j'adore m'entraîner. Moi, ce qui me limite, c'est plus le temps, les capacités, le temps de mon corps, tu vois, plus qu'en soi des choses que je voudrais ou voudrais pas faire. Là, moi, en ce moment, je travaille sur des mouvements de push. En gros, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus fort sur les tirages que sur les poussées. Et en gros, c'est un truc où je mets l'accent sur mon entraînement en même temps. Maintenant, tu vois, par exemple, on a fait la séance ensemble. Beaucoup d'exercices de poussée, mais parce que je sais que j'en ai besoin. Alors que des exercices de tirage où je suis beaucoup plus fort, moi, à mon échelle, je régule un petit peu tout ça et je vais voir ce que ça donne, moi, sur mon cas. Tu sais, ça me fait penser à l'Aerox. Au final, sur l'Aerox, t'as presque autant de push que de pull, j'ai l'impression. Parce que t'as le wall ball, t'es en push. T'as le sled, t'es en push le sled, mais tu dois le tirer aussi le sled ou pas ? Ouais, mais quand en fait si t'as la bonne technique, tu le tires mais t'es en push. En gros, tu pousses sur les jambes pour le tirer. Ah ok, tu fais un semblant de squat. En gros, l'Aerox c'est quasiment que du push. En gros, les wall balls c'est du push. Wall ball c'est du push. Les fentes c'est du push. Fentes c'est du push, oui. T'as raison. Les farmer carry c'est du pull. Ok. Donc, tu tires un peu sur le haut et limite tu cours en même temps. Sachant que la course, à cette vitesse de course là, c'est plus du push que du pull. Tu vois, t'es beaucoup moins sur les ischios quand t'es pas en sprint. Le rameur, c'est du pull. Et encore, en vrai, tu pousses. Enfin, c'est un mix des deux, ça dépend de ta technique et tout, mais en vrai, plus pull que push. Clairement. Le burpees, push. Parce que tu sautes vers l'avant et t'as ta pompe au sol, théoriquement. T'as quoi avant ? T'as le pull. Donc, du coup, potentiellement pull, mais en vrai c'est du push. Parce qu'en vrai t'as tes bras qui tirent en statique mais tu pousses sur les jambes. C'est le push, tu pull, tu push, tu pousses, on s'y perd. Et le ski erg, tu pull. C'est vrai, c'est pas si réparti en fait. C'est pas. Je pensais que c'était réparti. Non, en fait, non, pas c'est du tout. pas. En vrai, de toute façon, tu regardes les profils des mecs qui performent et tout. En fait, tu regardes les meilleurs de la discipline et tu as une idée de ce à quoi les exigences du sport. Sachant que, encore, à l'Aerox, vu que tu as beaucoup de courses, ça équilibre. Parce que pour la course, tu as plutôt intérêt à être longiligne. Mais de base, pour tous les mouvements de push, vaut mieux être plutôt court. Tu vois, on va dire l'haltéro, les sports de force, etc. En fait, les meilleurs, ils sont tous relativement petits. Ou petits qui ont des petits segments par rapport à leur taille, parce que c'est plus avantageux d'être comme ça. Tu vois, au basket, t'as plus de longiligne, mais c'est pas le basket en soi, c'est juste que t'as plus d'avantage à être grand, avoir des longs bras et une longue allonge. Sur l'Aerox, t'as plus, je dirais plus push, mais en fait, la course rééquilibre ça. Et c'est pas non plus des mouvements compliqués. On n'est pas sur de la haute performance sur les mouvements en question, mais juste la capacité de les répéter. De les répéter bien. Si t'as la bonne mobilité, même si t'as pas la bonne morphologie tu t'adaptes très bien. C'est fort la popularité qu'ils ont pu gagner quand même. C'est ouf. Là, depuis le Grand Palais, là. J'imagine il y a tellement de gens qui doivent en parler. C'est le prochain défi sportif de tellement de gens. C'est ça. Je pense que j'ai peut-être 25% des gens que je coach qui me disent j'ai envie de faire un Aerox. Et généralement, en gros, c'est quasiment 100% des gens qui font pas de foot US, de rugby, en gros qui ont pas vraiment un sport de prédilection au départ, qui veulent faire ça. C'est un peu ceux qui me contactent, ils se sont fait les croisés, ils galèrent de base. Maintenant ils vont mieux. Tiens, je ferais bien un Aerox. Ils veulent du compétitif. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est fort la capacité à générer de l'intérêt du public sur un truc comme ça, c'est balèze. Je me demande combien de temps ils vont pouvoir tenir cette hype. On verra bien. Je pense que ça a encore quelques années tranquille.
Va falloir voir comment tu marketes le produit parce que ça peut pas être que ça pour ils sont trop bien marketés aussi. Oui, c'est bien marketé. C'est hyper visuel, t'as les photos, t'as les trucs et tout. Ça rend hyper bien et même en tant que, parce que moi, du coup, j'ai des potes qui sont venus me voir, etc. Même moi, du coup, j'ai vu mes potes et tout. En fait, c'est hyper bien fait. Tu vois, tu vas voir un marathon, quelqu'un qui fait un marathon, tu vas le voir 3 minutes sur 4 heures d'effort. Ouais, alors là, tu peux t'asseoir et tu le vois en constant. Et en fait, c'est trop bien en tant que supporter aussi. Ils font payer les supporters, c'est pas pour rien, mais c'est parce qu'en vrai, c'est cool d'être supporter aussi. Tu t'amuses bien, tu vois. Moi, j'ai suivi des potes qui étaient en duo, qui jouaient un podium. J'ai kiffé toute ma course. Alors que moi, j'ai rien fait pendant 1 heure. Et tu les encourages pendant toute la course. C'est pas comme le marathon, quoi. Ils font leur course, tu vas à la station d'après, t'alternes et tout. Et en fait, ce truc est hyper bien fait, c'est que tu vois la personne. C'est un peu comme les épreuves d'athlé. Tu vois, t'es dans le stade, tu vois potentiellement la piste, mais tu vois le saut, tu vois la longueur, tu vois tout. Là, c'est un peu la même chose. C'est tu peux voir tout. C'est pas comme si, tu vois la personne 3 minutes. En vrai, moi, je trouve ça hyper bien fait. Après, on verra combien de temps ça tient. Ouais, j'ai hâte de voir. Écoute, Tom, c'était bien cool. J'ai passé un bon moment ensemble. T'as des sujets que on n'a pas traités, que t'as envie de balancer, des questions pour moi ou quelque chose? Toi, t'as retenu quoi de quand je t'ai accompagné? Ah, c'est marrant ça. Moi, franchement, tu m'as juste validé et vraiment mis dans la tête des choses que je pensais avoir dans la tête mais que je n'avais pas. Simplement, la charge progressive, Samy, c'est on va valider que tu fais bien cette charge et c'est scientifique, c'est pas un jour tu passes ce truc, c'est bon, c'est validé et tu le fais. En fait, alors à l'ancienne t'étais pas sur une application ou quelque chose, donc c'était sur un Google Sheets. Maintenant t'es beaucoup plus digitalisé. Un petit peu plus. Mais en fait voilà, j'ouvrais mon application, j'ouvrais Google Sheets et je voyais que des fois tu m'augmentais mon bench de 1 kilo. Tu vois, et au début mon ego était en mode mais non, je me sens bien, mets-moi plus 5. Et alors que non, tu vas pas te progresser à mettre plus 5. Il y a un jour où tu te sens bien, tu vas le faire. Et le reste de la semaine, tu vas pas le faire et tu vas perdre. C'est ouf. Et pareil, les dips en particulier, c'est là où je trouve que t'as fait un super taf avec moi. Je viens de voir, j'en fais 4. Je pense j'en faisais 3 plus que 4. Et tu me faisais faire des séries où j'en ai fait sur des séances 12, 11, et en fait, ce que tu faisais avec moi, c'est que tu me mettais le plus haut chiffre et tu le faisais descendre. Et tu me faisais faire 12, 11, 10, 9, 8. Et je finissais des séances à 60, 70 dips. Et je fais, mais d'où ça sort? Mais par contre, d'une semaine à l'autre, il m'augmentait une rep. Juste de une rep. Alors que moi, à ce moment-là, plein d'ego. Wow, attends, là, c'est en train de passer. Augmente. Non. Donc vraiment, ça, c'est le truc qui m'a vraiment marqué. Et l'échauffement articulaire. Là, on a vu aussi, tu vois, t'as des acquis qui partent, etc. Mais sur la progression, c'est tellement important. Et moi, je le vois sur les personnes que j'accompagne. Tu vois, toi, tu respectais. Il y en a des fois, ils veulent aller un peu plus vite et tout. Et bizarrement, on galère plus. Bien sûr. On galère plus parce que, en fait, on respecte pas la progressivité, on va dire, logique que moi, je veux mettre en place. Et ils sont là, ouais, mais là, j'ai chargé un peu plus, je me sentais bien, etc. Ouais, mais non, tranquille. Et à vouloir aller trop vite, des fois, on va un peu plus lentement. Ouais. Mais voilà, faut bien le faire. Et même moi, je le vois sur moi. Là, tu vois, là, on fait une progression 1 kg, 2 kg. Moi, sur moi, bizarrement, dès que je mets pas ça, je progresse jamais. Et tu vois, je te disais, mon bench, je galère. Oui. Bizarrement, j'ai pas fait de cycle depuis 2 ans au bench. Et bizarrement, ça fait 2 ans, j'ai pas progressé. T'as cette même frustration avec toi-même alors que tu dois apprendre à gérer aussi. Tu vois, mais c'est d'où l'intérêt aussi de se faire accompagner, peu importe qui on est. C'est que quand t'as quelqu'un qui te dicte les choses, tu lui laisses les clés de la bagnole un peu. Tu délègues, tu fais, et en fait, t'appliques. Alors que même quand t'as les compétences, des fois il y a l'ego. il y a de l'ego et tout, et en fait et même il y a de l'ego, il y a du plaisir, tu fais les choses que t'as envie de faire mais pas les choses dont t'as besoin. Il y a un ensemble de choses. Mais tu vois, moi, tu me dis ça, je me dis, putain, faut vraiment que je remette des cycles de progression en place sur mes trucs. Ça, franchement, moi, ça m'avait marqué. J'étais monté à 100 kilos de squat avec toi, mais c'était pas en série. C'était j'en faisais j'étais monté à 100 kilos. Mais par contre, j'ai jamais touché aussi haut en squat qu'avec toi. Aujourd'hui, je sais que je peux plus faire les poids que je faisais avec toi. Je faisais des séries sur 90 kilos et tu me faisais faire des trucs tout court, 3 reps. Tu me faisais 3, c'était ça, je crois. C'était 3 à 5. C'était 3 à 5 maximum, je crois. Et tu me faisais faire 3, et juste pour mon ego, une fois de temps en temps, je mettais 100, je faisais je te le disais pas. Non, si, des fois tu me disais, ouais, là j'ai mis un peu plus et tout. Et je pense que je te disais, ouais, mais
il y a pas 3 reps ou un truc comme ça. Non, il y a que un, il y a que un. Mais ouais, et j'ai pas touché des trucs. C'est vrai qu'il faudrait que je reprenne du coaching. Hein. Faut peut-être que je reprenne du coaching à coup de 2 fois par semaine. Mais maintenant, tu vois, on a eu cette discussion. Je suis chaud de revoir cette discussion sur Internet. Il y a eu un moment où aller 4 fois à la muscu par semaine me faisait kiffer. Là aujourd'hui, je sais que je serais plus capable. Genre même mentalement. Ça me fait, j'ai besoin de remettre du plaisir dans ma muscu. Est-ce que tu as des clients comme ça? Moi, j'ai vraiment besoin de remettre du plaisir dans mon sport. Et c'est pour ça, j'ai repris des coachings de basket. Je m'inscris au tennis. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin de social. T'as des clients comme ça ou qui te disent, je peux pas faire 4 fois par semaine la muscu? Je pense que c'est même la majorité des gens que j'ai, qui me disent, faut que je m'amuse. Enfin, en gros, potentiellement, il y a la notion d'amusement. Mais il y a aussi la notion de, en gros, je fais d'autres choses dans ma vie. Ouais. Genre, j'ai pas envie d'être tous les soirs à la muscu parce que la plupart des gens, ils ont leur travail la journée et après ils vont au sport le soir. Ouais. J'ai pas envie d'être tous les soirs au sport et tout. Du coup, on fait, la plupart des gens que j'ai, ils ont 2 ou 3 entraînements par semaine. Après, on met aussi des choses en place quand même au quotidien parce que, en gros, il y a la notion de plaisir. Mais moi, après, la nuance, c'est que moi, les personnes qui me contactent, en fait, elles sont limitées et elles peuvent pas faire les activités qui leur font plaisir. Toi, tu veux faire un tennis, tu veux faire un basket, je peux aller faire un tennis. peux le faire. Moi, en fait, ils le font. Potentiellement, s'ils le font, s'ils sont en capacité de le faire, ce qui n'est pas le cas de tous, en fait, ils se font mal ou ils sont frustrés parce qu'ils peuvent pas sauter à fond, dribbler à fond, etc. Okay. Et dans ce cas-là, moi, je mets quand même, tu vois, je leur explique, hein, je leur dis, ouais, c'est bien beau aussi il faut du plaisir, mais il faut trouver son plaisir dans l'entraînement, mais en même temps, il faut faire aussi les choses qui font progresser. Des fois, il faut trouver le juste milieu, mais en fait, c'est par rapport à l'objectif à l'instant T. Toi, t'as 0 problématique. En fait, tu fais ce que tu veux. Et ce que je te disais, tu vois, 1 ou 2 séances de muscu par semaine, c'est largement suffisant. On travaille en full body, on bosse l'intégralité du corps, et on est bien. Là, il n'y a pas besoin de vouloir faire, je sais pas combien de séances qui vont te frustrer. Tu sais qu'en plus, tu vas pas pouvoir les faire toutes les semaines, etc. Et qui donneront pas forcément des meilleurs résultats en plus de ça. C'est possible de progresser à la muscu en 2 séances semaine sans passer 2 heures à la salle? Oui. C'est possible? Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Comme je te disais, il faut juste bosser de manière intelligente. C'est-à-dire que le corps réagit bien à la fréquence. Donc, si tu fais 2 fois par semaine, tu fais 2 full body, tu travailles l'ensemble du corps sur potentiellement un mouvement par pattern. C'est-à-dire, si je simplifie, un mouvement de poussée, un mouvement de tirage pour le haut, un mouvement de poussée et de tirage sur le bas, un mouvement potentiellement sur les abdos, sur le dos, sur peut-être l'isolation sur les épaules. On peut même faire plus de choses selon les axes de priorité, mais en gros, il faut au moins un mouvement par zone, par séance. Okay. Et du coup, selon comment c'est organisé, potentiellement, ça peut durer 3 heures, mais si on l'organise bien un peu à ma façon de procéder, ça dure 1 heure. Ok. Tu vois, l'autre fois, on a fait je sais pas combien d'exercices. La séance, elle n'a pas duré. Non, on a fait même à peine 1h30, je crois. Et en plus, on a parlé. Et on a discuté. On a bien discuté. Tiens, je voulais savoir la dernière trend que j'ai suivie. Est-ce que ça marche ou est-ce que j'ai juste suivi une trend TikTok de merde? Ça marche bien la marche inclinée? Genre pour brûler de la calorie? Ou c'est un petit peu une trend En vrai, tout ce que tu suis sur la durée va marcher, mais il n'y a rien de magique. Mais les efforts, entre guillemets, moyenne intensité sur la durée, c'est quand même très intéressant pour... En gros, c'est un peu le raisonnement, tu vois, le fait de faire, je sais pas, les 10 000 pas par jour, voire potentiellement plus, le fait de marcher tous les jours, etc. En fait, tu passes du temps en activité, et plus tu es en activité, plus tu vas dépenser d'énergie. Potentiellement, si tu bouges plus ou moins pendant 23 heures, c'est mieux que l'heure de sport que tu fais dans la journée. Donc, c'est quand même très intéressant. Après, la marche inclinée sur tapis... Ça a beaucoup de levant en poupe. Hein. Non, mais en vrai, c'est très bien, tu vois. Mais si ça te correspond, très bien. Mais tu vois, tu me dis, je veux pas faire des séances trop longues, je veux pas y aller tout le temps. Tu vas pas te taper du tapis en plus. Par contre, là, t'as un bureau debout, tu bosses en faisant des pas en même temps. Toi, tu le fais, toi? Moi, je le fais moi, je suis dans l'abus. Moi, je le fais des fois 6-7 heures par jour. Mais t'arrives à te concentrer Moi, je me demande si je réussirais à me concentrer avec un tapis sur le bureau. Il y a un peu d'habitude et tu marches pas à 5 km/h. Moi, dans mon cas, je marche pas à 5 km/h. Vraiment J'ai des collègues qui marchent à 5 km/h et sont en train de bosser sur le PC en même temps. C'est des grands malades. C'est des grands malades. Moi, en général, je le mets entre 2 et 3 km/h. Des fois 4 si vraiment je fais une activité, on va dire, où j'ai moins besoin d'écrire. C'est plus, je sais pas, je regarde une vidéo ou quelque chose comme ça. J'ai pas besoin d'aller trop vite, mais tu te retrouves comme ça, je sais pas, tu bosses 2 heures, tu fais 10 000 pas. Vas-y, je vais tester. Et tu vois, t'as tout le setup qu'il faut. Il te faut juste un tapis. Vas-y, tu contactes une marque, c'est bon, il te l'envoie. Oh non, mais je peux l'acheter, je m'en fiche, je peux l'acheter, mais tu m'enverras la ref qui te va bien à toi, qui marche bien. Mais c'est marrant, tu vois, mon frère, il avait testé ça. Lui, il y arrive pas. Il peut pas bosser en marchant. Après, je pense qu'il y a une petite habitude. Moi, franchement, des fois, quand j'ai la flemme ou des trucs comme ça, des fois, je le mets à 1 km/h.
Juste pour. Ouais, juste, en gros, je suis un peu en déplacement, mais tu vois, tu fais un pas toutes les 3 secondes et tout. Vraiment, genre, t'es pas à l'arrêt. Ouais, ok. Et au fur et à mesure, souvent, bah, j'augmente la vitesse parce que je me dis, ouais, c'est bon, c'est lancé. Et en vrai, si je suis fatigué, je suis de concentré, je prends une pause. Ouais, oui, tu poses. J'alterne, hein, je dis pas que. Des fois, même souvent, j'ai même pas de chaise. J'ai même pas de chaise, moi. T'es souvent debout. Mais des fois, j'alterne quand même avec le canapé ou des jeux quand j'ai envie de me poser un petit peu. Ouais, je comprends. Dites-nous dans le chat ou dans les commentaires du podcast, est-ce qu'il y a des gens qui bossent en marchant? Bon, je vois cette traite de ouf sur LinkedIn en particulier. T'imagines, tu vois, tes 30 minutes de marche inclinée, tu vois, ça te demande quand même un effort de fou. Ça te demande 30 minutes. Alors que potentiellement, marcher 1 heure en plus quand tu bosses, enfin, c'est marcher 1 heure en plus, mais ça te demande pas plus de temps. Et moi, ce que je te conseille potentiellement, c'est juste le mettre même sur des activités où vraiment tu touches pas l'écran. Tu joues à la console, tu fais des pas. Genre vraiment, il y a des trucs, tu le vois vraiment pas passer. Et moi, je sais que, et en vrai, c'est prouvé au niveau scientifique, ça aide en gros, ça améliore les fonctions cognitives d'être en mouvement. Ça oxygène le cerveau, etc. J'imagine bien. Et en gros, t'as plus de créativité. Et en fait, ça t'aide à développer davantage. Moi, je sais que je bosse mieux quand je suis en train de marcher que quand je marche pas. Ah ouais? Ouais. Okay. Je bosse largement mieux. Après, moi, en plus, des fois, j'ai des soucis de concentration. Et en gros, si je suis assis, etc., je sais pas, je vais me tripoter les mains, je vais jouer avec mon stylo, je vais me gratter. Oui. Je suis en train de marcher, je peux pas faire tout ça. Tu peux pas faire ça. Du coup, Ok, intéressant. Bah écoutez, si à partir dans 2 semaines, le temps que je reçoive le truc, si vous voyez que les montages vidéo ils sont mieux, qu'il y a plus de vidéos qui sortent et tout, vous saurez que c'est grâce à ça. Bah la vérité, c'est bon, je vais le tester. Et en plus, voilà, t'as tout l'avantage sur la dépense énergétique. C'est relou à ranger dans l'appart ou pas? Ça va me prendre. Parce que c'est en dessous pendant que je fais ma truc. Mais c'est relou à ranger à l'appart? Bah, t'as beaucoup de tapis qui se mettent en format vertical. T'en as certains qui se plient. Généralement, ceux qui se plient, ils sont quand même un petit peu plus chers et tout. Moi, je sais que il reste toujours au même endroit. Moi, je me fais pas chier. En même temps, je bosse tous les jours dessus. Donc, y a pas mais tu vois, j'ai même mis mon setup. Moi, quand j'étais en Allemagne, là, à l'étranger, j'ai mis une table, une autre table au-dessus, j'ai mis mon tapis en dessous et je faisais comme ça. Ah, parce que t'avais pas ton bureau assis debout. Non, donc il te fallait la table. J'ai quand même transporté le tapis, tu vois, parce que du coup, le tapis, je pouvais le transporter avec. Le tapis, c'est non négociable, il vient avec toi. En fait, c'est même pas. En gros, j'ai fait le premier mois sans le tapis parce qu'au début, je suis allé en avion et en gros, après, j'ai fait l'aller-retour en voiture. Et là, je l'ai pris parce que je voyais que déjà, je bougeais pas assez. Et en plus, ça m'aidait. J'ai beaucoup mieux taffé les 2 mois qui ont suivi que le premier mois sans le tapis. Bon, la différence aussi, c'est que j'avais le café. Après, j'avais ma machine à café sur les deux. Ça change tout. Ça change tout. Honnêtement, toi on parlait de poids à notre dernière séance. Si t'avais pas ce tapis, tu penses que tu pèserais plus? Ah bah, c'est sûr. Et genre, tu aurais un chiffre, tu penses que... J'ai pas de chiffre parce que ça fluctue, mais... Non, mais je me laisse pas aller à ce point-là. Genre, j'ai jamais été mince, etc. Tu vois, mais je me laisse pas aller à ce point-là. Mais tu te dis que là, potentiellement, j'ai du poids à perdre alors que je fais en moyenne 20 000 pas par jour. Tu vois, imagine si je faisais pas ces 20 000 pas par heure par jour. Donc, ok, d'accord. Clairement. Moi, je suis convaincu, tu vois, aujourd'hui, je suis à 82. Ça faisait 2 ans, j'étais plutôt avec toi, j'étais le plus épais, mais c'est parce que je faisais beaucoup de muscu, je mangeais beaucoup. T'étais plus musclé? J'étais plus musclé, clairement. J'étais bien à 84-5, tu vois. J'allais même dire 86, 87. Oui, possible 86, c'est possible, ouais. Parce que t'étais solide. J'ai frisé le 90, mais oui, je me rappelle, j'étais pas loin du 90. Mais je me dis que je pourrais quand même bien dégraisser encore. Je suis encore un petit peu bien en vrai, on peut toujours. Enfin, après, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Enfin, parce que moi, je bosse. Je te parle pas du six-pack, etc. Non, mais je pense que même pour me sentir bien. Ah oui, non, mais voilà, je te parle pas d'être dans les 10% de gras. Mais je pense honnêtement, à vue de nez, je suis plus proche des 20% que des 15. Je pense. Si je suis pas à 22, 23. Je pense que j'aimerais bien descendre vers les 16. Mais en vrai, ce qui t'intéresse, c'est plus le visuel que le poids en soi. Là-dessus serait le visuel. Et puis, si je peux me déplacer plus vite en ayant 2 kilos de moins, tu vois. Non, mais c'est ça. 2 kilos de moins, c'est cool. En soi, ce qu'on veut, c'est juste perdre du poids. C'est pas forcément perdre du gras, pas forcément perdre du poids. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Là vraiment objectif intégrer le sprint comme on en a parlé. Je suis vraiment dans ce kiff de sprinter une fois semaine. T'as un stade à côté? Ouais, j'ai le stade juste là. Okay. Parce que potentiellement tu peux même faire le sprint et après tu vas à la salle, tu vois. Si tu veux pas que ça te demande trop de fréquence dans la semaine, moi ce que je fais à chaque fois que je fais mes séances sprint de sprint plus salle, je fais sprint plus salle. Ok, et tu adaptes ta séance, tu fais quoi comme séance après le sprint, toi personnellement? Alors
Ça dépend des fois. Tu vas pas aller faire du squat après le sprint. Alors j'ai déjà fait des Nordic curls après les sprints. Tu sens donc qu'est-ce que toi tu recommandes? Imaginons que moi je vais faire mon sprint. Dans ton cas, de toute façon, déjà t'as pas le choix. Je t'ai dit, on bosse en full body, on travaille l'ensemble du corps. Ah oui, donc c'est. Mais potentiellement, après admettons, il te faut du travail de force, il te faut du travail plus de renfort, d'hypertrophie, etc. Peut-être qu'après la séance sprint, on te met plus la force sur le haut du corps et plus, on va dire, du renforcement global sur le bas du corps. D'accord. Et par contre, l'autre séance dans la semaine, tu mets peut-être la force sur le bas du corps et plus du renforcement global sur le haut du corps. Ok, intéressant. Ouais, moi j'avais pas vu ça comme ça. Moi, pour moi, je m'étais dit, ok, j'ai fait ma séance sprint, c'est pas possible de faire un muscu après. Test. Moi, franchement, je me sens hyper bien après une séance de sprint. Je me sens hyper chaud après mes séances. Après, t'être un peu allongé, à crever. Pas du tout. Non, mais je te parle de. T'es sur la piste, t'es un peu mort, et ensuite tu vas à la salle. C'est du sprint, c'est pas du conditioning. Oui. Mais moi, à la fin de mes séances de sprint, je suis dead. Hein. Je sais pas comment tu les fais. Je fais 6 sprints de 20 à 50 mètres. En fait, je fais 2 fois 20, 2 fois 30, 2 fois 40. Une fois 40, une fois 50, exactement. Je t'avais mis des séances sprint? Non. On n'en faisait pas à ce moment-là. J'ai la même manière de fonctionner. Je crois qu'on follow le même gars sur Insta qui est très fort, JT Performance. Ouais, il est fort, lui. Ouais, c'est une machine. Il est trop fort. Son contenu. Et d'ailleurs, tiens, viens, on parle de ça. Tu sais que cette séance, je l'ai pas prise, il l'a pas postée sur Insta. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pris son truc? J'ai fait ChatGPT. Ah. Non, j'ai pas booké son truc. J'ai pas pris son truc. J'ai fait ChatGPT. Voilà le compte de ce mec. J'aime beaucoup son approche. Est-ce que tu peux analyser ce qu'il fait et me proposer des séances qui sont... Bah ouais. Là, les gens, en fait, ils vont faire ça pour mon profil. mais tu sais que c'est quelque chose de possible. Je peux te montrer ce que j'ai fait avec ChatGPT. Et il a analysé le truc et c'est ChatGPT qui m'a sorti une séance comme ça. Il m'a donné les gammes à faire, les ceci et cela. C'est ouf. Toi, avec l'IA qui aujourd'hui peut faire des très belles séances, qu'est-ce que t'en penses? Parce que de toutes les manières, moi, tu prêches un convaincu. Moi, je fais suivi d'un... Juste faire un programme, aujourd'hui, oui, l'IA peut faire des très bons programmes. Mais en fait, le truc, c'est que elle fonctionne très bien, l'IA, pour du contenu, on va dire, généraliste et classique. Si tu veux du contenu poussé et vraiment spécifique, là, elle a du retard. Enfin, moi, je vois par exemple dans mon domaine, je peux pas lui fournir le travail. Enfin, elle peut pas faire le travail que je fais sur un ligament croisé. Par contre, potentiellement, le travail que je ferais sur on va dire, quelqu'un qui fait une prépa classique performance, ou on va dire, je suis moins spécifique là-dessus. Je sais pas, une prépa endurance, tu vois, par exemple. Ou juste ajuster une charge, voilà, le gars a fait ça. Ça, potentiellement, elle peut le faire très bien. En gros, elle va pas aller loin dans les détails, mais en gros, la base, elle va largement l'avoir. Et en fait, c'est là où, tu vois, tu disais qu'il y avait beaucoup de coachs, etc. Pour se démarquer, faut être bon. Faut être bon. Si t'es pas bon, l'IA, elle fait la même chose que toi. Alors que quand t'es bon, les gens, ils peuvent tester via l'IA. Parce que moi, en vrai, le public des personnes qui me contactent, c'est des personnes qui sont éduquées, tu vois, qui essayent des choses depuis des mois, des années. Et généralement, si ça n'a pas marché, c'est pas, enfin, elles ont testé souvent aussi l'IA. Tu vois, enfin, ils me le disent pas forcément, je pense. Mais en vrai, il y en a qui me disent de temps en temps, ouais, j'ai demandé à ChatGPT, etc. Et en vrai, ils ont fait les trucs, ça marchait pas. Et moi, des fois, je fais des tests. Je demande à ChatGPT ça. En gros, des fois, pour avoir un avis externe, tu vois, genre j'ai un prompt et tout. En gros, je lui demande de me contredire et de me contredire, mais pas pour rien. Tu vois, par donner rapport des à arguments, certaines choses. Voilà. Et la plupart du temps, je sens qu'il est décalé. Tu vois, genre, il me dit des trucs, je me dis, ok sur ça. Mais il y a des trucs, je lui dis, ouais, non, là, il a pas ça, tu vois. Parce qu'il sort des trucs, enfin, moi, je teste sur de la réhab et tout. Non, il est en retard. Mais sur l'aspect potentiellement logique d'entraînement, en vrai, il a largement plus que les bases. Mais... Ok, trop bien. C'est marrant, je me disais à 1h28 qu'on était en train de finir. On est parti une demi-heure de tout et n'importe quoi, depuis l'Irox jusqu'à tout ça. Mais c'est trop bien. Tom, merci beaucoup. Je vais mettre ton Insta dans la bio de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Pensez à mettre 5 étoiles comme d'habitude sur Spotify. Pensez à vous abonner sur YouTube. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain épisode de Podium. Bye. Ciao. Au revoir tout le monde.